Et bonjour Samba, Bonjour Matt. salut, bienvenue sur Haute Culture. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi ce matin pour cet enregistrement. Euh, c- Bah, ça me fait plaisir de te revoir aussi. Ça fait Ça fait longtemps, longtemps. ça fait longtemps, grave. Non, non pas l'avant Covid, mais c'était pendant le Covid. Je crois que c'était 2021, quelque chose comme ça. C'est ça, tu devais faire un live magazine avec Africulture à Clermont et ça n'a pas pu se faire. Ça s'est fait, enfin ça s'est fait en ligne, ça s'est fait, mais voilà. Mais du coup, bon, c'est vrai que depuis le temps, il y a dû y avoir plein de choses qui se sont passées. Donc c'est vrai que j'ai pensé à toi assez naturellement pour ces. Tu vas être t'es le troisième épisode de ce podcast, tu vois. Ce que je te propose, c'est de faire une petite présentation vraiment assez succincte pour dire en quelques lignes peut-être qui tu es. Et après, on va prendre le temps de faire plus ample connaissance. Ça te va? Ok. Donc, Samba, toi, t'étais journaliste indépendant depuis une dizaine d'années. Tu as travaillé Ouais. aussi bien pour la télé que pour la radio, le web, le papier, dans des rubriques aussi variées que le sport, la politique, l'environnement, la culture, le multimédia. Mais aujourd'hui, tu pilotes le média Jeunes des Deux Rives, qui est un programme d'éducation média destiné aux jeunes, initié par l'ONG Solidarité Laïque. Tu me dis quand je Ouais. dis des bêtises, hein. Tu, Ah oui, si, on peut dire ça. Tu coordonnes aussi le Lab des médias et des cultures populaires au CEPEP, qui est un espace qui accompagne les initiatives médiatiques et culturelles issues des quartiers populaires. Donc ça, c'est l'engagement professionnel. Et depuis longtemps, tu as un engagement associatif assez conséquent et tu es directeur donc aujourd'hui des publications et président d'Africulture, qui est une référence depuis presque 30 ans en matière d'art et de culture africaine et afro-diasporique. Tu es également trésorier de la Chance pour la diversité dans les médias, qui est un programme qui aide les jeunes issus de milieux populaires à intégrer les écoles de journalisme. Et tu es derrière plusieurs initiatives autour du cinéma. Donc, je pense du cinéma afro-diasporique notamment, on va en parler pas mal. Tu co-animes le podcast Ciné Club Afro avec Essimi Mevege. Mhm. Et tu organises aussi d'ailleurs avec ce Ciné Club des projections en physique. Hein, c'est pas seulement un podcast tous les 2 à 3 mois. Et tu es aussi le programmateur et animateur du Ciné Club des Ateliers Médicis, qui met en avant des films et des échanges autour du cinéma une fois par mois environ. C'est ça? Ok. Est-ce que pour démarrer cette causerie, tu penses qu'il y a des choses à ajouter? Je pense qu'il y en a déjà beaucoup trop. Il y en a déjà pas mal. J'ai jamais fait une présentation aussi détaillée, tu vois. Et est-ce que dans ce cas-là, J'aurais pu rajouter que je joue au foot aussi. Et je coach mon équipe, même si excellent. c'est une équipe presque une équipe de copains. Hein. C'est une petite, petit club du FSGT, mais c'est aussi de la charge que j'ai en plus. Mais grave, et c'est important. Non, mais c'est hyper important de le dire. Et en plus, ça fait écho aussi au dernier, c'était le dernier hors série d'Africulture sur la culture foot. Ouais, 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 on a fait un hors-série bah, en s'appuyant sur la Coupe d'Afrique des Nations. ouais, Ça faisait longtemps qu'on voulait faire, qu'on se disait que ce serait intéressant de faire une revue culturelle sur le foot africain. Et cette canne-là, c'était l'occasion. Et donc, on a sorti un numéro il y a un an maintenant. ouais, excellent. Moi, ce que j'aime bien démarrer, bon, l'idée de ce podcast, tu sais, c'est un peu c'est pas un peu de rentrer dans le monde de mon invité, tu vois. Et j'aime bien rentrer par cette porte-là de l'enfance, mais pas n'importe quelle, quelle porte aussi dans cette enfance. J'aime bien rentrer par les bruits et les odeurs. Euh, ce qui est aussi une façon de faire un contre-pied, le fameux bruit et l'odeur, tu te rappelles? Ouais. Euh, et, et j'aimerais savoir le petit Samba Doucouré de 6 7 ans. Moi, je prends cet âge-là, mais tu prendras l'âge que tu veux. Euh, Si je te parle des bruits et des odeurs, tu as 6 ou 7 ans. Où est-ce qu'on est et quels bruits et quelles odeurs te viennent spontanément à l'esprit? Si on parle de quand j'étais tout petit,
On va dire que dans les odeurs, agréables, bah, il y avait celle de la cuisine évidemment. Il se trouve que, on était une famille nombreuse et on avait, mon père qui était un peu une sorte de patriarche, de la famille. Il y avait beaucoup de monde qui venait nous rendre visite, donc il y avait tout le temps à manger, parce que, bah, il y avait à manger pour, la la dizaine de personnes qui étaient à la maison, mais aussi pour les invités. Donc évidemment, les odeurs de mafé, de tchèb, c'est évidemment ça. Donc je pense quand je suis petit. Et après, en plus négatif, j'ai envie de dire les odeurs de pisse, hein. J'ai grandi à Stalingrad, dans le 19e arrondissement. C'est un quartier, voilà, moi j'ai de l'attachement parce que c'est là où j'ai grandi, et cetera. Mais c'est vrai que quand je cherche ma mémoire quand j'étais petit, il y a pas mal la pauvreté, la toxicomanie, ces choses-là et des marginaux et du coup, c'est vrai que j'ai des souvenirs de devoir souvent, quand je marchais dehors, regarder le sol parce que, pour pas marcher sur des crachats, pas marcher sur des chewing-gums ou sur toute autre chose et donc c'est vrai que le dehors, c'était souvent des mauvaises odeurs, en tout cas, c'est les souvenirs que j'ai qui m'ont marqué. Je pense pas que c'était le cas, partout et tout le temps. Quand tu me convoques la mémoire, c'est à ça que je pense, quoi, malheureusement. Et les sons, les bruits, les sons, t'as quoi qui te viennent? Les bruits, en restant dans le thème, c'est vrai que quand, par exemple, il y avait, un baptême et ben, il y avait un mec qui jouait, alors je pense pas que c'était de la kora, je pense que c'était plutôt du gambélé, une sorte de guitare, traditionnelle et je me souviens que j'aimais bien ça le matin, au moment où il va y avoir le baptême, avant que les gens arrivent, quand la maison est encore, calme, qu'on a mis les tapis au sol, en préparation et tout et ben, il y avait un type, qui jouait du gambélé et ça c'est un son dont je me souviens. Après, bah, sinon, bah, nous on avait, MTV et MCM, donc il y avait, pas mal de je me souviens des tubes de l'époque, du du Jordi, du Michael Jackson, des ouais, Charlie et Lulu. Hein, hein. C'est à ça que je pense en termes de son ou alors, bah, de temps en temps, des musiciens, maliens, des chanteurs maliens comme, Diaby Doué, Sangaré, des choses comme ça. Toi, t'es l'aîné de la fratrie? Samba? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi l'hésitation? Non, bah, tu sais, on a, des familles avec des histoires, à Il y a plusieurs familles dans la famille, c'est ça? voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on va dire que je suis l'aîné de ma fratrie, Ouais, OK. et qu'il y a d'autres fratries. Ouais. Et donc du coup, tu parlé des musiques maliennes, donc toi, c'est, donc tu es à Doucouré du Mali, du coup, c'est ça? Non, OK. Tu parlé déjà un peu des baptêmes, des tapis, chez toi. Quels souvenirs en reste dans ton enfance? Quels souvenirs sont liés à l'hospitalité chez toi? Quelle place elle avait? Ah bah, j'ai l'impression qu'il y avait que ça du coup, hein, parce que les gens, ils venaient à n'importe, quel moment, n'importe quel jour, c'était l'hospitalité, maximale, hein, il fallait laisser le salon, quand il y avait des gens qui dormaient, là-bas, l'hospitalité, j'ai envie de dire, c'était peut-être même, j'ai l'impression que c'était la chose numéro un chez nous, hein. Ouais, parce que bon, en fait, on en a déjà parlé justement quand tu étais venu à Clermont, mais en gros, si mes souvenirs sont bons, euh, c'était un peu, chez toi, c'était un peu aussi un peu un point de chute pour les nouveaux arrivants du Mali. Ils pouvaient, avant qu'ils trouvent un logement, pouvoir passer du temps chez toi, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Alors, il y a un peu de ça. En fait, alors c'est évidemment pas tous les nouveaux Oui. arrivants, parce qu'il y en avait pas mal et donc en général, il y avait quand même le foyer, pour ça. Ça arrivait quand même, je pense assez régulièrement qu'il y ait des gens qui, bah, quand ils arrivent en France, ils passent, un moment chez nous avant d'aller,
avant d'avoir un point de chute véritable au foyer ou ailleurs. Ça, ouais, je pense que j'ai plusieurs souvenirs. Alors, euh, on me dira, mes grands frères ou grandes sœurs me diront si je me trompe, mais c'est mon souvenir, ouais, ouais, ouais. Mais, Quand, ça, mais qui est lié aussi à ce qui se passe au village, hein, quand quelqu'un vient d'ailleurs et bah, il vient chez le chef de famille. C'est un point au moins au départ, quoi. ce qui veut dire que du coup, ton papa avait ce rôle-là dans la communauté, un peu Ouais, ouais, endossé ce rôle de chef quelque part, c'est ça? ouais, 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 complètement. D'accord. C'est un des premiers. Lui, il est arrivé dans les années 60, début des années 60, donc du coup, c'était un des plus anciens. Après, on avait aussi la chance, le privilège, je sais pas, d'avoir un appartement relativement grand par rapport à pas mal de gens de la communauté, des communautés africaines qui, à l'époque, étaient plutôt dans, je vais pas dire des taudis, mais en tout cas, des appartements qui étaient très petits. Et tout, nous, on avait un 5 pièces, c'était presque le grand luxe. Même si on était beaucoup dedans, mais il y avait quand même de l'espace. Quand on devait organiser des réunions, des fêtes, etc., bah, on avait quand même un grand appartement, quoi. Tout ça, ça a facilité aussi qu'on puisse perpétuer ce genre de choses. Mais tu sais, tu dis, bon, c'était comme, donc c'est comme au village, donc on comprend la mécanique. euh, Sauf que du coup, toi, t'es en France, t'es né en France, hein, on est d'accord? Ouais. Euh, Est-ce que quand même un gamin de 6 7 ans, est-ce que pour lui, c'est bon, c'est la normalité, et tant qu'il n'a pas vu comment ça se passe ailleurs, ben il se pose pas de questions, ou quand même toi, tu te poses des questions en se disant, waouh, le salon, il est jamais pour toi. Est-ce que Non, tu vis ça? c'est l'état de fait, hein. Et les choses sont comme ça. Je sais pas si on se pose autant de questions quand on est ici, hein. Non, c'est plutôt tu cherches comment tu trouves ta place là-dedans. Comment je fais pour regarder mes dessins animés C'est tranquillement? ça? Ça veut dire, bah, se mettre à 2 centimètres de la télévision, Ok. parce que, voilà, et après on t'engueule parce que, on dit: «Ouais, pourquoi tu es tout le temps devant la télé? Pourquoi tu te mets aussi près de la télé?» Bah, ouais, parce que si je me mets un peu plus loin, j'entends rien. Donc je me mets proche de la télé, et puis, bah, voilà, c'était ça c'était ça, moi j'avais juste besoin de ça. Après quand il y avait pas la télé, bon, après, tu essayes tu te bats avec tes petites sœurs pour faire passer le temps. Mais, voilà, non, non, je savais pas, c'est pas quelque chose dont je souffrais petit. Oui, oui. Enfin, même ça parlait de souffrance. Ouais. Est-ce que ça t'interrogeait? Est-ce que t'allais dans, Non, pour moi, c'était normal, hein. ouais, c'était normal, c'est ça. Et c'était comme ça. Du coup, évidemment, on regarde la télé, on parle avec nos amis, on voit que c'est pas pareil. Mais en fait, on sait qu'on n'est pas pareil, quoi. En fait, on est tellement ancré dans la famille, dans notre culture, dans notre tradition, que pour nous, c'est ça la normalité et on est bah, une famille euh, africaine soninké qui est à Paris, mais c'est pas une raison pour vivre, pour faire les choses différemment. On était en Afrique, donc on essaie de s'adapter, de faire ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Et pour moi, c'est des choses normales, quoi. Et quel lien tu entretiens à ce moment-là avec le Mali, justement? Bah moi, j'y suis allé. La première fois, j'avais 11 piges. Donc, avant ça, pour moi, c'est quelque chose un peu mythifié, quoi. Je vois quelques photos, j'en entends parler, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc après, on regarde la télévision, on voit l'Afrique, les machins. Donc, parfois, on entend, ouais, ça c'est comme chez nous, ça c'est comme chez nous. Donc, du coup, Hmm. on se fabrique une image mentale, mais ouais, jusqu'à mes 11 piges, c'est un truc dont on parle, comme quand on parle, je sais pas, du paradis, ou on parle Hmm, des hmm, hmm, États-Unis, ou on parle de la Chine. Voilà, on est plein de fantasmes, mais c'est pas
c'est pas hyper concret, quoi. En fait, je sens le concret, c'est presque quand des gens reviennent du Mali et apportent des épices, des choses comme ça, quoi. Mais sinon, c'est quelque chose de, on est plus dans l'air, dans le rôle, dans du fantasme, quoi. Avant d'y mettre les pieds pour la première fois. Et à la maison, on parle soninké? On parle quelle langue? Soninké uniquement? Que soninké, et puis après, entre frères et sœurs, on se parle en français, quoi. Mhm. Et nos parents, et c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens qui me disent, voilà, avec nos parents, nous, on parlait français, eux, ils nous parlaient en soninké et tout. Et nous, non, c'est en fait, limite, on s'envisageait même pas, en fait, de leur parler en français. Ah On ouais. parlait directement en soninké, et on exprimait tous nos besoins comme ça. Mais aussi le fait qu'il y ait tout le temps des visiteurs qui, du coup, parlent soninké, ça entretenait cela aussi, en fait. En gros, pour nous, presque, les adultes parlaient, en fait, je dis ça, en plus, c'est même pas complètement vrai. J'allais dire les adultes parlent soninké et les enfants parlent français, mais même pas, parce que, c'est vrai que souvent les bébés, les petits enfants, et ben, on leur parlait en soninké. C'est j'ai souvenir que, en vrai, c'est presque quand, le petit, il va à l'école et que du coup il se met vraiment à parler, français, voilà, que du coup, pour moi, on parlait français avec les petits. Mais dans ma tête, un bébé, il parlait soninké, quoi. Mais parce que les mamans, les trucs, tout le monde leur parlait en Mm. soninké. Mm, Donc, mm, mm, mm. c'était la langue naturelle, originelle, quoi. Et qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui? Toi-même, tu as des enfants, tu es père de famille, tu es Ouais. marié. Qu'est-ce qui reste de ça dans ta façon de vivre aujourd'hui? Hem, Il y a toujours autant de monde à la maison? alors, oui et non. Il y a du monde parce que, j'ai mes sœurs qui sont mes voisines, donc du coup, il y a des interactions régulières, ça arrive souvent qu'elles viennent, chez moi, et vice versa. Donc du coup, il peut y avoir du monde. Il y a un peu des 2, quoi. Il y a à la fois, la famille nucléaire, dans le quotidien, mais c'est vrai que souvent le week-end, ben, il va y avoir, pas mal de mes nièces qui sont là, donc on a un peu ce truc-là, mais on a moins des visiteurs extérieurs, des oncles, des tantes, des cousins, et cetera. Ça, c'est beaucoup moins fréquent que quand j'étais petit. Et après, je me pose pas beaucoup de questions. Pour moi, je fais les choses un peu de manière naturelle. J'essaye d'avoir, comme on a en fait, j'ai l'impression, souvent les gens ils me demandaient: «Est-ce que tu as des enfants, ou pas?» Avant même d'avoir des enfants, je dis: «Mais en fait, j'ai l'impression, moi, d'avoir toujours eu des enfants autour de moi, d'avoir toujours eu, entre guillemets, à faire grandir des enfants, parce qu'il y en avait tout le temps. Il y a tout le temps des bébés, tout le temps des petits enfants, et on devait toujours un petit peu s'en occuper». Alors je dis pas que moi je faisais la nounou, hein, mais tu avais toujours à gérer, un petit. Donc en fait, c'est vrai que ça, quand c'est le sien, c'est un peu différent, mais finalement, tu as déjà les réflexes, tu sais déjà, tu vois? Je me suis pas posé la question de comment on porte un bébé, je me pose pas tant de questions sur l'éducation, de comment faut parler à un enfant, comment faut le truc, parce que c'est ma fille, c'est pareil que pour mes neveux et mes nièces. Ouais. Trop, les choses se font naturellement. Alors, peut-être que ça, on va voir hein, si c'est un des éléments de réponse de la façon dont tu vis ton métier de journaliste aujourd'hui. Mais tu vois, dans l'introduction, quand je t'ai présenté, ben, finalement, donc, je t'ai présenté comme journaliste indépendant qui a travaillé voilà, sur tout type de support, dans plein de catégories, plein de types de rubriques. Et pourtant, ce qu'on peut retenir, en tout cas moi, ce que je retiens, c'est surtout la part de transmission d'éducation populaire dans la façon dont tu vis ton métier aujourd'hui. Euh, quand tu intègres, quand tu commences, tu t'engages dans tes études de journalisme, tu vas avec quelle idée du journalisme? Est-ce que là aussi elle est mythifiée? Ouais, j'ai envie de savoir un petit peu avec quel idéal tu pars, quelle est la quête en fait du jeune. Alors on est plus sur le petit Samba, le jeune Samba
s'engage dans quelle voie à ce moment-là? Dans quelle voie je vais? Moi, je suis on va dire dans le côté rêve un peu que j'ai à ce moment-là, c'est euh, on peut, il y a une révolution à faire, il y a des choses à changer. C'est-à-dire que au moment en tout cas où j'entre à l'école, j'entre avec le fait qu'il y a des tas de sujets qui sont à traiter et qui ne sont pas assez dans les médias, Comme que quoi? hein, Ouais. en fait moi euh, j'étais pas mal dans le milieu associatif, que ce soit le milieu associatif étudiant, que ce soit le milieu associatif des médias. J'ai commencé dans une télé associative qui s'appelait Zaléa, où ça traitait de beaucoup de problématiques sociales euh, et beaucoup de luttes sociales, et du coup j'étais constamment en fait abreuvé d'informations sur euh, la réalité du pays. Et je me rendais compte que, en fait, euh, on manquait un peu de couverture sur ces sujets-là. Quand j'ai commencé à vraiment produire mes propres papiers, mes propres interviews qui étaient diffusés sur Street Press, et j'allais pas mal dans les quartiers populaires et donc je couvrais des sujets, je mettais en avant des personnalités qui avaient eu peu de couverture avant. Donc, et je m'étais fait aussi un réseau. Et je me disais, tiens, il y a tous ces sujets-là qu'il y a à traiter, plus mon profil. Je me rends compte que dans la profession, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont issus des quartiers, qui sont issus de l'immigration africaine, et que j'ai tout un spectre, tout un monde à faire valoir dans ce Ce milieu, métier. ouais. Et donc, du coup, j'arrive avec cette idée-là, quoi. Ok. Bon, tiens, je vais pouvoir apporter ça. Il y a pas beaucoup de Noirs dans les écoles, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Je vais amener une fraîcheur, quoi. C'était un peu ça que j'avais en tête. Et en plus, je rentre dans une école qui est l'école la plus élitiste, hein. C'est-à-dire, c'était le CFJ Paris, qui était une école très, très cotée, parmi les 2-3 meilleurs du pays. Et aussi parce que souvent les étudiants qui étaient qui étaient admis dans plusieurs écoles de journalisme, les meilleurs, souvent ils choisissaient soit le CFJ Paris, soit le SJ Lille. Donc, du coup, je me retrouve avec le gratin. Et là-dedans, il y a peu d'Africains. Donc, je me dis, bon, je suis arrivé quand même quelque part. C'était pas gagné, étant donné que j'ai eu mon bac au rattrapage. J'ai eu ma licence en galérant, etc. Ah Donc, ouais. du coup, j'avais l'impression d'être un peu un miraculé, de me retrouver là avec des gens qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait des IEP et tout. Toi, tu avais fait la Sorbonne, hein, c'est ça, Samba? Ouais, j'avais fait une licence d'histoire à la Sorbonne, un master aussi. Et, euh, et du coup, bon, je me retrouve là, ouais, bon, j'y suis arrivé. Euh, mais moi, c'était plutôt quelque chose qui me faisait plaisir parce que je me disais, tiens, j'ai une opportunité de faire quelque chose que personne n'a fait avant, ou en tout cas que peu de gens ont fait. Et je peux faire changer des choses. Je me disais, si je suis arrivé déjà, en fait, le fait d'arriver jusque-là, pour moi, c'était un peu game changer. Donc, je suis arrivé avec cette mentalité-là. Et on a envie de savoir, du coup, là, qu'est-ce qui. Et alors, Et écoute, les rêves, ça sert à avancer? à avancer, à se motiver, et c'est pas forcément ce qui va se réaliser. C'est pas forcément ce qui va se réaliser. Ah, Il mais y a des choses qu'on a qui marchent, mais au final, est-ce que tu as une est-ce que là aussi, si je convoque les souvenirs de manière très, très spontanée, est-ce que tu as un premier souvenir, une première désillusion assez marquante où tu te dis, ah ouais, là, ça va peut-être pas être aussi game changer que ça. T'as un souvenir, sans citer hein, forcément ni ouais, ouais, non, l'employeur, mais moi,
celui que je cite souvent, qui pour moi, est vraiment le premier marqueur important, c'est, quand je fais, le journal école avec, donc en fait, en première année, on a une semaine où on fait comme si on était la rédac, du Parisien, journal Le Parisien et donc du coup, on doit faire le journal Le Parisien et en fait, je suis assez ouais, je suis finalement assez vite déçu parce que enfin, pas tout de suite, mais à la fin, je suis quand même déçu parce que je pensais que on allait quand même faire un journal Le Parisien, mais avec le point de vue, de jeunes, d'étudiants en école de journalisme et pas refaire une copie du journal Le Parisien. Et en fait, quand je me suis rendu compte que même au sein d'un journal école, j'avais du mal à à défendre, mes sujets, mes idées de sujets. Je me suis dit: «Ah ouais, si j'y arrive pas, là, comment je vais le faire, dans une rédac avec des gens qui ont, 20 ans d'expérience, une vision du monde, bien arrêtée, des équipes, voilà, je me suis dit: «Ah» donc en fait, là, ça m'a quand même tout de suite bien calmé quoi, sur la possibilité de pouvoir changer le game. Mais c'est quoi là, juste pour préciser ça, est-ce que tu te rends compte que finalement un journaliste, n'est pas là pour apporter un point de vue? Ou tu sens que c'est ton point de vue à toi qui aura du mal à faire à se faire valoir? Je pense que c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. J'ai aussi, est-ce que moi j'ai une capacité de persuasion, une Mmh. capacité de défendre les sujets qui est suffisamment développée, et peut-être que j'ai pas suffisamment de ouais, pas suffisamment de caractère et de capacité à convaincre, même si c'est pas normalement, même si une bonne idée, si elle est bonne, il y a pas besoin d'être un un avocat pour pouvoir, la défendre. Mais en fait, il faut aussi ça, en tout cas dans ce milieu, là, il faut vraiment pouvoir, s'imposer, pouvoir être, plus et donc je sens que j'ai pas suffisamment ça et après ouais, qu'en fait, des choses qui pour moi tombent sous le sens, en fait, ça tombe pas sous le sens pour tout le monde et que, les on est focus sur il y a des grandes habitudes, des sujets qui sont c'est comme ça qu'on fait et en fait, c'est compliqué finalement de faire bouger les lignes et qu'un journaliste seul dans une rédac, ben, il n'a pas, à moins qu'on lui donne une rubrique en disant: «Bah, tiens, ça, c'est ta rubrique, tu fais ce que tu veux». La capacité de pouvoir, infléchir la ligne éditoriale, elle est, elle est petite, quoi, en fait. Est-ce que tu penses que, non, là on est quoi? On est dans les années, En 2010? 2012. 2012. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la possibilité, mais comme je le fais là avec toi, comme plein de gens le font avec avec un compte Insta, avec un TikTok, avec je ne sais, une myriade d'outils, est-ce que tu penses que le game a changé, en tout cas que les possibilités sont plus ouvertes, ou finalement, là aussi c'est un peu une illusion que de penser ça, parce que finalement l'offre est tellement 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 vaste qu'on s'adresse tout le temps aux mêmes qui sont déjà convaincus eux-mêmes, quoi. Je pense que la différence, c'est qu'avant, il y avait moins de moyens de diffusion. Que ces moyens de diffusion-là, du coup, ils captaient, touchaient plus de monde. Aujourd'hui, du coup, il y a plus de moyens de diffusion, donc on a plus d'opportunités, mais que, mais qu'on touche moins, qu'autrefois, chacun de ces canaux, quoi. C'est-à-dire qu'en presse écrite, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui lisaient des journaux, papier. Donc quand on lançait un journal, on avait potentiellement plus de monde, qu'on pouvait toucher. Aujourd'hui, on lance un journal, bah, toucher beaucoup moins de monde qu'autrefois. Pareil pour, la radio ou la télévision. Avant, il y avait très peu de chaînes. Maintenant, il y en a beaucoup, donc ça veut dire que c'est plus d'opportunités de pouvoir s'exprimer, mais il y a beaucoup moins de gens devant la télé et je pense que, c'est ça la réalité, c'est qu'en fait, on a plus d'opportunités que des personnes lambda. Tout le monde peut essayer de diffuser à son échelle. Toi, quand tu avais la capacité d'accéder au micro, ben, tu touchais plus de monde, quoi. Mmh, mmh, mmh. Je pense que c'est à peu près ça
l'analyse si je réponds bien à ta question. Aujourd'hui, sur les sujets que tu veux traiter, comment tu, comment tu creuses, comment tu explores, tu vois, là, j'ai envie de commencer à rentrer dans la partie actuelle de ton travail et d'essayer de voir où est-ce que tu vas chercher tes inspirations, tu dois programmer des films, comment tu fais, comment tu façonnes ta fabrication, les sujets que tu veux creuser, voilà, où est-ce que tu vas chercher tous ces éléments-là d'enquête et d'exploration. J'aimerais que tu commences à nous raconter un petit peu voilà, comment tu digues dans tout ça. Alors c'est vrai que c'est une question un peu, c'est alors ça dépend en fait de dans quel, finalement ça va être en fonction de qui est le public, quoi. Quel public on veut toucher et du coup, on va s'adapter à cela. C'est-à-dire que et la ligne, on a par exemple pour les ateliers Médicis, où je fais la programmation, je vais aller rencontrer, les habitants, des alentours, c'est-à-dire les habitants de Clichy-sous-Bois, de Montfermeil, ça peut être des villes aux alentours, des Villemomble, des choses comme ça. Je vais rencontrer plutôt des acteurs associatifs, des responsables de maisons de quartier, des animateurs et on va échanger, on va discuter sur ce qu'ils font, sur, sur c'est quoi les sujets qui les intéressent, c'est quoi les thématiques sur lesquelles ils travaillent, quelles sont les thématiques qui les préoccupent, quelles sont les thématiques qui préoccupent les personnes qu'ils encadrent dans leurs activités. Et, on va discuter un peu de films, un peu de cinéma, de qu'est-ce que ça représente pour eux. Et je vais essayer de savoir finalement les sujets dont ils aimeraient discuter. Ils aimeraient discuter et ils aimeraient que les personnes qu'ils accompagnent, c'est-à-dire des jeunes, des parents, voilà, par rapport à leurs activités, euh, quels sont les sujets dont ils aimeraient qu'il y ait des discussions. Parce que on n'a pas forcément l'occasion de parler de certains sujets. Et donc moi, je note tout ça. Et déjà pendant la discussion, j'ai des flashs de scènes, de films qui vont me revenir. Ils vont me citer des noms de films qu'ils ont vus, qu'ils ont appréciés. Je vais voir les thématiques. Et puis après, déjà, je vais lister les films dont j'ai des souvenirs. Puis après, je vais chercher, je vais regarder dans la liste de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, donc, qui est le projet auquel est rattaché le Ciné-Club. Il y a une liste de films dans cette Cinémathèque idéale. Je vais regarder là-dedans. Je vais faire, je sais pas, je ferai comme un journaliste, je vais faire des recherches Google, des choses comme ça. Et, et après, en fait, je vais essayer de construire quelque chose de cohérent avec les les différents films que j'ai cités, quoi. Et de me dire, tiens, tel film et tel film, est-ce que ça peut amener telle discussion sur la thématique, je sais pas, sur la thématique de la violence, sur la thématique de la virilité, sur la thématique de l'amour, sur la thématique de l'enfance. Je vais essayer de voir, tiens, ça, ce film-là, si je mets ce film-là, et après là, je vais repenser à mon public et me dire, tiens, ce public-là, comment il va réagir s'il voit ce film-là et est-ce que ça peut amener la discussion que je veux mener, qu'on veut mener via les thèmes que j'ai récoltés. Est-ce que ça ferait une bonne discussion? Bien, on prend concrètement le dernier film là. Parce qu'en plus, Ouais, ça a un lien avec le sujet qu'on avait tout à l'heure sur la langue, ouais, la langue ouais, maternelle. Euh, ouais. donc, c'était le film Mémoire d'une mère. Ouais, alors, Mémoire d'une mère, c'était la C'est la thématique. thématique, pardon, parce qu'il y avait deux films. Il y avait Donc, il y a 2 films, langue c'est langue maternelle maternelle
et La La vie vie de de ma ma mère. mère. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter du coup les coulisses de la fabrication de cette soirée-là, par exemple? En fait, le documentaire La vie de ma mère, c'est un documentaire parce que là, c'est la troisième année que je programme. Déjà, dans la première année, il est dans ma liste des films que je peux peut-être programmer. D'accord. Ok. Mais je le programme pas parce que je me dis: «Non, je vois pas là, pas» et puis la deuxième année, pareil, finalement, je l'ai pas mis et là, c'est la troisième année, finalement, je l'ai mis. Ok. Heu, Parce qu'en fait, donc La vie de ma mère, ça parle de la c'est un portrait d'une maman, Malienne aussi. non, elle est sénégalaise, peul sénégalaise Ok. qui, ben, arrive à sa arrive à la retraite, et en fait, sa fille qui est réalisatrice, qui est journaliste, se dit: «Mais en fait, je me suis jamais vraiment demandé qui était ma mère, comment elle en est arrivée, là où elle est». Et donc on a un cheminement de son parcours, en France, ce qu'elle a pu rencontrer, comment elle a affronté la différence, le changement, de territoire, les liens qu'elle a créés avec, les autres femmes de sa communauté, les liens avec le monde du travail et tout ça, en fait. Donc c'est des sujets évidemment qui, moi, me parlent et qui parlent à beaucoup de gens, qui sont, issus de l'immigration ou même, j'ai envie de dire, beaucoup de gens, issus, de milieux populaires parce que, ben, on a, les gens, les parents n'ont pas forcément envie de raconter leurs galères, n'ont pas envie de raconter leurs difficultés, et donc du coup, on connaît pas forcément bien l'histoire de nos parents et donc il y avait ce thème-là, ça m'intéressait, pas mal, mais je le retrouvais pas assez dans les discussions que j'avais Ouais. avec les Ok. habitants. Ok. C'est que c'était pas quelque chose qui revenait comme un besoin nécessaire. Donc moi, je l'identifiais comme quelque chose qui me touchait personnellement et qui pouvait toucher les gens, mais je le retrouvais pas assez. Hmm. Du coup, je l'avais mis, de côté et en fait, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, après une projection en me disant: «Mais» non, c'est même pas, c'était d'abord une discussion que j'avais eue avec, heu, donc, aux ateliers Médicis, il y a des résidences d'artistes. Hmm. Que j'étais passé, dans l'atelier de Mame Fatou Niang, qui travaillait justement sur, faire parler les Les sons. les personnes, oui, c'est ça, mais Ouais. faire les personnes, les parents, les grands-parents, les personnes d'un certain âge, sur, leur territoire, raconter leur histoire et cetera. Donc travailler là-dessus et du coup, en passant la voir, je rencontre des gens qui participent à l'atelier et on m'évoque, ce film-là et je dis: «Oui, oui, je l'avais dans le coin de ma tête, mais bon, ouais, faudrait le faire et tout machin», je me dis: «Bon, là, j'ai déjà une personne» et je lui dis: «Ouais, mais par contre, faut que du coup, tu me fasses rencontrer ou que tu me dises, est-ce que c'est possible que, le public qui pourrait être intéressé par ça, vienne?» On en discute. Puis, puis j'ai plus de nouvelles de cette personne-là. L'année d'après, on m'en reparle après une projection et là, je vois que, bah, il commence à se structurer un café des dames aux ateliers Médicis et où, bah, du coup, c'est, des femmes de Clichy, de Montfermeil qui se réunissent, une fois par mois, pour discuter de thématiques, pour rencontrer des personnes et cetera et donc bon, je me dis: «Tiens, là, il y a un noyau de personnes, qui est susceptible d'être intéressé par cette projection» et donc du coup, par conséquent, je programme cette séance et j'aime bien rajouter d'autres courts métrages pour, nourrir aussi le sujet, parce que de toute façon un court métrage seul, il fait pas une séance. Donc il y a un court métrage il doit être intégré à une autre, et donc moi j'avais vu ce film Langue maternelle et il me dit: «Waouh, celui-là, faut absolument que je le programme, mais faut voir quel film va matcher». Et là, bah, c'était évident pour moi, parce que finalement même l'histoire, dans Langue maternelle où c'est, heu une mère, de famille, soninké qui arrive en France et en fait à l'école on lui dit, enfin on dit, que sa fille a des retards de langage et que,
c'est probablement lié au fait que ça parle soniqué à la maison. Et donc on dit, il va falloir que vous parliez français à votre fille, que vous essayiez et tout. Et elle le vit comme une blessure et en fait, elle est dans le refus de parler à son enfant en français parce qu'elle dit sinon, qu'est-ce que je vais lui transmettre, quoi. Et donc ça explore cette thématique-là qui a existé. Est-ce qu'il y a des gens à qui on a culpabilisé à ce sujet. Et je me dis, bon, ça, c'est aussi des aspects d'histoire que finalement sont pas racontés de ce point de vue-là. On a souvent des gens qui sont nés en France et qui disent, bah voilà, on m'a pas appris ma langue d'origine, mes parents m'ont pas appris la langue, etc. Pour moi, c'est un manque, etc. Mais on a rarement le témoignage du point de vue du parent qui, lui, prend cette décision-là parce on le somme de le faire. Et je trouvais ça intéressant et ça recoupait finalement la thématique du long métrage La vie de ma mère. Et est-ce que du coup, les gens viennent plus naturellement, du coup, aux projections? Les gens, ils viennent pas naturellement aux projections, hein. Ils viennent souvent parce que c'est un groupe. Ils viennent en groupe, quoi. J'ai deux, trois personnes qui viennent comme ça indépendamment de la thématique ou indépendamment voilà, qui viennent tout seuls, entre guillemets. Mais là-bas, ça marche souvent par des groupes, quoi, des associations, des collectifs, des centres sociaux et qui disent, bah venez, j'organise aujourd'hui une sortie Ok. au cinéma, venez, on y va ensemble, etc. Et comme ça, on peut avoir, selon les séances, ça peut aller d'une vingtaine de personnes à 100, 120, je pense, quoi. Et du coup, c'est ça, hein, si j'ai bien compris, quand tu dis, moi, je rencontre les habitants, tu les rencontres euh, toujours par le biais de structures qui sont au contact d'habitants, qui en connaissent, tu vas, ou alors tu as des façons d'aller voir des habitants comme ça dans, je sais pas, avec un prétexte quelconque. Et alors, en vrai, ça pourrait être hyper sympa de faire ça, d'aller me déplacer, je sais pas, dans un centre commercial, aller dans un marché, de parler aux gens directement. Mais là, il me faudrait beaucoup plus de Plus temps. de temps, bah ouais. C'est aussi la question du temps et j'en ai pas énormément. Mais pour toi, du coup, finalement, est-ce que c'est une manière aussi d'être dans l'enquête, en fait, d'avoir, au-delà de la programmation, d'avoir vraiment une partie d'enquête? Non, mais je, dans ce travail de programmateur, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de techniques qui sont liées au journalisme en fait que j'utilise. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que en fait finalement j'essaye de trouver des angles Ouais, euh, comme pour un pour le article. papier, ouais, hein. Je vais interviewer des gens, je vais utiliser leurs témoignages pour alimenter mon enquête finalement et en sortir un propos. Et je vais faire et en plus après la projection, il y a une discussion, il y a un débat. Et donc, je vais choisir des interlocuteurs. Et donc, là-dedans, j'ai encore aussi ce travail que j'ai dans le journalisme, de dire, tiens, sur tel sujet, quel est l'interlocuteur le plus intéressant, qui va apporter un éclairage intéressant. Même si moi-même, j'ai mon point de vue, j'ai des choses à dire. Mais je me dis, tiens, je vais quand même aller chercher des spécialistes qui vont soit infirmer mes, mes suppositions, soit vont aller dans le sens, quoi. Et je vais du coup construire finalement comme une émission de télévision. Je vais avoir un Ouais, un plateau, plateau, je vais ouais. devoir préparer l'interview et je vais donner la parole au public. Mais du coup, il y a tout un travail de médiation en fait, qui est pour moi une partie du journalisme. C'est aussi ça, c'est de rendre accessible des informations pour tout le monde. Et donc, finalement, le film que je vais me présenter, ça va être euh, des comment dire, ça va être une manière de parler d'un sujet en fait. Et je veux dire, pour pouvoir parler de ce sujet, pour l'illustrer, finalement, ça va être un peu mon reportage. Mm, Mon reportage, finalement, c'est je vais utiliser le film qui a été réalisé par quelqu'un qui va me servir de
support d'illustration. C'est presque un prétexte, en fait. Ouais, mais en fait, quand on regarde regardez le JT, regardez les sujets qui passent, bah, on peut pas expliquer une pandémie avec un reportage de 2 minutes. Mais on va essayer de le simplifier dans un contenu vidéo avec des experts, des Mmh. illustrations, des exemples. On va aller chercher une personne en disant voilà le cas de telle personne. Oui, Et des en points de fait, vue. ça illustre. Et en fait, finalement, le film, il va servir de ça. Puis Mmh. après, au retour plateau, on va avoir un spécialiste et qui va donner plus de contexte à cet exemple simple, unique, illustratif qu'on a choisi. Et après, derrière, moi, je vais aussi avoir un rôle de aider aussi le public à comprendre, parce que parfois, que ce soit le film ou ou le spécialiste, ils vont avoir un langage technique et qui est pas forcément toujours accessible. Et donc moi, à ce moment-là, je vais interagir et je vais dire, attendez, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là, Oui. citer pour les gens, parce que je pense ils vont pas forcément comprendre. Et parfois, c'est moi-même qui vais amener du contexte et je vais rajouter, oui, nanani nanana, telle personne qui a été, qui a l'inventeur de ceci. Et du coup, j'essaye toujours de me mettre dans la peau mais le public, c'est comme quand j'écris mon journal, c'est les lecteurs. Mmh. Et le journaliste, il doit tout le temps s'adapter, adapter son écriture au public qui doit le lire. Ce qui est pas le cas ce qui est pas l'exigence d'un écrivain. Lui, il fait fi il peut faire fi de son. Bah, c'est une bonne question. Je me demande, est-ce que l'écrivain aussi s'adapte pas à un public machin, ou est-ce qu'il fait ce qu'il a envie de faire? Souvent, je sais que des Ouais. écrivains que j'ai pu, et il y en aura sur ce podcast, et dont certains que tu connais déjà bien, euh, souvent, une des questions qui les saoule, c'est euh, quel est ton lecteur, tu vois, pour qui tu écris. Je sais que c'est une question parce que justement, quand même, l'artiste, par rapport à des métiers comme que ce soit des créatifs, des passeurs, des journalistes, il est quand même au centre de sa vision à lui, quand même, au service, pardon, de sa vision à lui. Mmh. Il a quand même ce luxe-là de pouvoir avoir son ego au centre quand même de son travail, quoi. Ce qui est peut-être moins le cas voilà, quand t'es journaliste ou quand, je sais pas ce que t'en penses. Je lance ça. Ouais, c'est vrai que tu me fais réfléchir et me mettre un peu en doute. Hem Et je pense que je suis pas complètement d'accord. En fait, je parce que moi, à la base, comme beaucoup de journalistes, je voulais d'abord être écrivain, et je voulais être conteur, je voulais écrire des BD. En fait, j'ai plein d'idées comme ça, de métiers que je voulais faire. Je voulais être réalisateur, où finalement, le point commun, c'était raconter des Des histoires. histoires. Bah, au fin et par exemple, si on prend le conteur, ben, c'est évident que le conteur, il essaye de s'adapter à son public, qui est des publics d'enfants, et qui va raconter une histoire, mais en mettant des formules, en écrivant d'une certaine manière, d'attirer l'attention d'un gamin, et cetera. Donc du coup, Ouais, il mais s'adapte à son public. là, Que on est dans le mangaka, spectacle. le mec qui va écrire ses mangas, bah évidemment, alors peut-être que c'est lui il se dit: «Qu'est-ce que j'aimerais lire moi?» Tu vois? Qu'est-ce que j'aimerais Ouais. aimer lire? Mais du coup, est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il a envie? Voilà, tiens, c'est ça qui me passe par la tête. C'est comme ça que j'ai envie de le dire et je le dis exactement comme ça, sans penser à, est-ce que le lecteur, il va comprendre? Tu vois? Je vais creuser, je te dirai. Mm, Mais mon intuition va quand même dans le Mmh. sens de. Alors, bien sûr que si t'écris, si tu fais des films, si tu fais des albums, si tu fais quel que soit le médium, t'as envie d'être écouté, d'être lu, donc la question se pose. Mais n'empêche que, et surtout dans l'art, là, on parle pas de l'art sacré, ni même l'art du conte, etc. On est quand même ok, moi, euh, je veux donner, matérialiser mon point de vue, mais ça va hyper Mmh. loin. C'est ma façon de voir, de ressentir le monde. Et je travaille sur un médium. Toi, je façonne, tu vois, le geste. Voilà, donc tu as plein de choses qui viennent rentrer en compte.
Mais quand même, au final, je pense que l'artiste, il veut quand même donner, voilà, à voir le monde comme lui il le voit, il me semble. Bah, moi, je suis d'accord sur le fond, mais je me demande si sur la forme, au final, il prend pas en compte ça. Et après, peut-être que ça va aussi, Ça dépend des artistes en question. et que ça va peut-être, c'est la différence entre un bon et un mauvais, peut-être aussi, hein, entre qui est voilà, qui est un vrai pur créatif, heu, ou est-ce que celui, je me, en tout cas, bon, c'est un sujet de de réflexion. Mais là où peut-être on fausse un peu le questionnement, c'est que on imagine le créatif souvent seul dans son monde, alors que en vrai, il est quand même très entouré. Il y a des disciplines qui font que, bon, par exemple, un peintre, un écrivain est quand même très seul. Mais même un écrivain, il a un éditeur, il a un entourage. Un musicien, bah, il va avoir. Ouais, il y a quand même des disciplines où il y a des DA, il y a des labels, il y a des et qui sont là aussi, je pense, pour faire ce travail-là de, C'est ce que je me dis aussi, ouais. ouais, mais à creuser, ça me fait un point à creuser. Qu'est-ce qui, tu sais, dont tu dis, ouais, j'ai voulu être écrivain, réalisateur, donc au final, on le comprend, c'est raconter des histoires qui te, qui te nourrit. Mmh. Et qu'est-ce que le cinéma, du coup, pourquoi cet attachement au cinéma, toi? Qu'est-ce qui t'a... est-ce que là aussi, c'est à un moment, t'as vu un film et tu t'es dit, waouh, ok, là, il se passe quelque chose. Et c'est quoi ton rapport au, au cinéma? Alors, il y a plusieurs histoires autour de ce rapport au cinéma. Je pense que le premier, et c'est un peu comme la plupart des gens, c'est le fait que, ben, souvent c'est ça qui est regardé pour faire passer le temps ou passer un bon moment. Et que comme j'ai raconté au début, je regardais beaucoup la télévision. Donc, naturellement, je regardais beaucoup de films, j'avais bah, beaucoup de cassettes, et des cassettes VHS, et que du coup, je pense que dans un premier temps, quand je disais que je voulais devenir réalisateur, c'est parce que j'étais fasciné par les films avec des effets spéciaux, etc. Et donc, je pense que j'avais cette première. Le deuxième, c'était un rapport utilitaire complètement. C'est-à-dire que dans mon envie de devenir journaliste, j'avais conscience que il fallait que j'ai une plus grande culture générale et qu'il me fallait plus de, bah, faut se connaître plus de choses, et que souvent je disais: «Tiens, le film, ça me permet, d'aller plus vite». C'est-à-dire Hmm. qu'au lieu d'aller, lire, des livres, qui prennent beaucoup de temps, à lire, et tout, ben, je regardais un film, ça va durer 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures au pire, Hmm. et j'aurais au moins une idée je sais pas, sur plein de thématiques, hein, mais mais en tout cas, j'aurais entendu parler, tu vois, même dernièrement, l'affaire Ben Barka, tiens, tu as un film, tu as quelques infos dessus. Tu vas voir des films sur la Seconde Guerre mondiale, des films sur des personnes, des biopics, et cetera. Ça te permet de, tiens, je connais le minimum un peu sur un tel, parce que j'ai vu un film. Je sais que c'est pas, en étant conscient que c'est pas la vérité, ce qu'il y a dans un film, mais au moins, ça me permet d'en savoir un peu plus. Et souvent derrière, une fois qu'on a vu un film, bah, derrière on va faire des recherches, on Oui, va savoir si aller, tu vas aller plus loin on va ou pas. essayer, voilà. Et donc, vraiment, moi, dans un deuxième temps, c'était ce rapport-là, Ok. notamment quand j'étais étudiant, d'améliorer ma culture générale. Heu et ensuite, j'ai eu, heu, par rapport à mon projet professionnel, justement dans le journalisme, où, bah, je me suis rendu compte que, bah, tiens, j'ai quelque chose à faire vis-à-vis des quartiers populaires, à raconter les quartiers populaires. Je me suis intéressé aussi à la littérature, des gens, des mecs de quartier qui écrivaient des bouquins et qui racontaient le quartier. Des Faiz Agen, des Rachid Jaidani, Rachid Santaki, Mabrouk Rachedi, et cetera. Je me dis: «Tiens, c'est des points de vue, sur, les quartiers, et c'est intéressant de voir
un tel, comment il raconte son enfance, comment il raconte tel fait, quel regard il a sur les, je sais pas, les bars ou autres. Et, euh, et ça a alimenté. Et je me dis, bah ça, c'est des portraits de personnes à interviewer. Et donc, c'est des contenus que je peux faire. Si je veux être la personne la plus pertinente sur ce sujet-là, c'est bien en termes de culture de s'intéresser à ça. Et bah, tout logiquement aussi, bah, les films qui ont été réalisés sur les quartiers, sur les banlieues, ben, je vais regarder comme ça, je vais avoir là-dessus. Et du coup, je vais voir les réalisateurs qui fait. Donc, j'ai ce côté vraiment pro où du coup, je regardais tous les films qui se faisaient. Ça nourrissait mon métier. Et puis, il y a eu, comme j'étais ben, membre de l'association des étudiants africains de la Sorbonne, on organisait des projections de films, des débats, des expositions, etc. Et on s'est rendu compte que ben, les films, ça marchait bien aussi. Les gens, ils aimaient bien venir pour regarder un film. Et du coup, on avait même organisé un festival de films africains. Et en fait, bah, je me suis... Ouais, j'ai vraiment kiffé en fait. Je me dis, mais waouh! En fait, je me doutais pas que on avait de si beaux films africains. Vraiment, Ousmane Sembène, ça a été la claque. Quand j'ai regardé le mandat, que j'ai regardé la date de production de ce film, qui date de, je sais plus, 68, 69, j'étais là, waouh! Donc, à cette époque-là, on avait des films de cette beauté avec un tel propos. Et finalement, je trouvais que bah, ces films-là, c'était comme des essais politiques aussi. Et ça me faisait gagner beaucoup de temps en réflexion. Et finalement, il y avait cet aspect-là de, tiens, comment je vais illustrer un thème très compliqué avec une scène de film. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et pareil, là, en termes professionnels, il y avait peu de gens qui s'intéressent au cinéma africain, peu de gens qui le documentent. Et je me dis, bah, tiens, c'est aussi un truc que je peux apporter moi, et qui peut être une niche professionnelle pour moi. C'est comme ça, de fil en aiguille, ben, je me rends compte que j'ai dégagé aussi une spécialité. Hmm. Quand en 2018, on me contacte en me proposant, tiens, est-ce que ça te dirait de passer un casting pour une émission de cinéma pour Canal Plus Afrique? Ouais. Moi, déjà, je cherche du travail, donc évidemment, ça m'intéresse. Et on me dit, ouais, parce qu'en fait, ils aimeraient faire un plateau, enfin, avoir des chroniqueurs réguliers sur le cinéma africain, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ouais. Ou si en plus ils veulent, vu que c'est pour Canal+ Afrique, ils veulent avoir à l'antenne des personnes africaines, où le choix était assez restreint. Et je me dis, tiens, bah, j'ai vraiment développé une compétence pro en plus, et donc je vais la cultiver, quoi. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on est venu me chercher pour la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Et donc, dans cette logique de transmission, évidemment que j'étais hyper content de me dire, tiens, je vais avoir la possibilité de mettre en avant des films qui qui le sont pas assez, pour un public qui mériterait de pouvoir les voir, et que ça pourrait les aider aussi à avancer sur des réflexions de sujets qui les touchent, quoi. Tu sais, tu viens de dire quelque chose. Tu dis, OK, sur le plateau, bah, ça va être Canal Plus Afrique, du coup, on cherche des personnes africaines. Toi, et quand tu le racontes, ça va de soi. Et à la fois, je pense que t'es né en France. Et je me dis, est-ce que aujourd'hui, c'est comme ça va de soi, ton africanité est OK? Ou, à un moment, ça t'a quand même, emmerdé un petit peu? Mhm. Est-ce qu'on t'a considéré toujours africain, français? Est-ce que toi, ça a été dans cette profession-là, une question à un moment quand tu parlais des idéaux qui ont un peu déchanté, ou, ou toi, en fait, justement, parce que tu as raconté à 6 7 ans ce qui était ta normalité, ce qui allait de soi, finalement, ça n'a jamais été vraiment une question. En fait, j'ai l'impression que souvent c'était plus une question pour les autres que pour moi-même. Vraiment, parfois, je trouvais que ben, ceux qui pouvaient qui pouvaient remettre en cause mon africanité, parfois c'était des Africains eux-mêmes, des gens
et même pas forcément les Africains du continent, c'est-à-dire des gens qui ont grandi ici en France comme moi et qui pouvaient interroger mon africanité parce qu'ils trouvaient que j'étais trop, ils trouvaient que j'étais trop français ou que voilà, ou que parfois ça m'arrive de dire que quand j'assumais aussi complètement que j'étais français et que ça pouvait aussi trouver les gens qui disaient: «Bah ouais, mais du coup, attends, parce que et du coup, tu es un faux africain, tu enfin, je trouve que ouais, ça vient plus des autres, que moi-même qui, pour moi, en fait, heu, le fait finalement en plus, parce que ça s'est fait en 2 temps aussi, parce que du coup, moi d'abord, j'étais dans un truc où, bah, je suis un Malien en France, quoi. C'est comme ça qu'un peu que j'ai grandi. Puis après quand je suis allé, au Mali, bah, là, je comprends bien que je suis français, qu'il y a beaucoup de choses qui me séparent. Et puis, bah, en grandissant, en se posant des questions aussi sur son identité, sur, qu'est-ce qu'on a et cetera, bah, on se réajuste et je me dis: «Bon, bah, je suis, parisien». C'est clairement, une identité qui s'est développée, ben, notamment quand je suis arrivé à l'université où, bah, tu as des gens qui viennent de province et et là tu sens bien à quel point en fait, heu, ton caractère de parisien, s'affirme et en fait, bah, le truc de Paris, c'est que c'est une ville, Monde. qui oui, c'est ça, une ville-monde, donc qui accueille tout le temps des gens de différentes, origines, donc c'est tout à fait, lo normal d'être parisien et d'avoir une autre identité, à côté. Donc moi, ça me convenait bien et après, je pense que ça a pu déranger, moi, je pense que c'est plus par rapport à des employeurs. Je pense que tu envoies un CV et ils te disent: «Bah, non, lui, c'est un profil Afrique». Étant donné que c'est plus, sur des médias orientés sur l'Afrique, ou sur les quartiers qui m'ont, entre guillemets «donné l'heure», qui ont plus considéré, profil, qui m'ont plus, accordé d'entretien, qui m'ont plus, donné des responsabilités. Alors que, des médias, plus classiques, ça a toujours été beaucoup plus compliqué et heu et ça, un truc, bah, voilà, je peux pas l'effacer, quoi. Oui, mais J'ai même essayé parfois sur des CV de dire: «Allez, vas-y, je vais essayer d'expurger et tout», mais ça change rien, en fait, je t'appelle Samba du Touré. est-ce que, du coup, quand tu dis que tu t'es spécialisé dans, je vais dire, les expressions culturelles des cultures populaires, invisibilisées, minorisées, je ne sais pas le terme qui serait le plus Ouais. approprié. Est-ce que finalement, c'est aussi quelque part un moment, je veux dire, presque stratégiquement ou par défaut, en disant, bah, de toute façon, on m'assigne là, bah, autant que je sois le plus Non, spécialiste non, possible. c'était vraiment, moi fondamentalement, je suis toujours à me dire, où est-ce que je suis le plus utile? Où est-ce que c'est plus intéressant? Où est-ce que j'ai une plus-value? Où est-ce que quand je parle, si quand il y a une conversation, est-ce que j'apporte quelque chose de plus? Où est-ce que je suis le plus va où est-ce que j'apporte plus de valeur ajoutée? Et en fait, ben, là où, sur des sujets où il y a personne qui parle ou très peu ou très mal, bah, tu es sûr que tu vas apporter quelque chose. Donc tu dis: «Bah, tiens, je vais apporter, je vais creuser ça». Parce qu'au final, parler, des sujets de l'actualité, la pure, qu'on trouve sur les bah, en fait, je peux le faire parce que, j'ai la même formation classique que les autres. Maintenant, il y a d'autres sujets que les autres, ne font pas ou ne font mal et que je peux apporter je peux amener une valeur ajoutée. Ben, je me dis: «Tiens, je vais faire, jouer mon avantage, stratégique». Maintenant, moi, j'ai jamais, c'était pas une volonté de ma part de me dire: «Je vais m'enfermer sur ces sujets-là». C'est c'est qu'en fait, à un moment donné et en fait, parfois même ces sujets-là, pour moi, c'est normal. C'est-à-dire, on me présente, tiens, c'est quoi les sujets qu'on doit traiter? Bah, moi, je dis: «Bon, bah, il y a tel sujet, mais tiens, s'il y a celui-là aussi, c'est intéressant». Mais en fait, si je le fais pas, il y a personne qui va le faire et je me dis: «C'est pas normal que ce sujet soit pas traité». Et en fait, le problème, c'est que dans ce métier-là, enfin, dans ces métiers ou dans ce monde ou dans ce pays, on catégorise assez vite les gens et on se dit: «Bah, tiens, bah, non, lui, il est spécialiste là-dessus, on va pas le chercher sur,
sur un poste généraliste. Alors que, en fait, tu vois, par exemple, j'ai eu une expérience pendant 2 ans à Saphir News. C'est un média qui est spécialisé sur la couverture de l'actualité musulmane, des associations musulmanes, de tout ce qui touche les musulmans de France, etc. Ou du monde d'ailleurs. Et moi, je postule là-bas. Et s'ils me prennent, c'est pas parce que je suis de confession musulmane. Ils me prennent parce que ils voient la qualité de ma formation, mes expériences, et ils me prennent pour ça. Et d'ailleurs, je crois que la personne avec qui j'étais en concurrence, bon, qui était pas musulmane, mais c'est plus par rapport à mon expérience qu'ils ont opté pour moi, que par rapport au fait qu'on n'a même pas parlé finalement de ça. On leur a même pas dit que j'étais musulman. Ils pouvaient se supposer, mais on n'en a même pas parlé. Et quand j'arrive à Saphir News, je découvre complètement l'islam de France. Je n'avais pas du tout idée à quel point toutes les problématiques qui étaient liées à la question de l'islam en France. Je le vivais en tant que musulman, mais je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces problématiques-là. Je ne savais pas qu'il y avait autant de structures associatives, de réseaux de mosquées, etc. J'avais aucune idée. Mais en fait, en faisant mon travail de journaliste normal, j'ai compris les tenants et les aboutissants, et voilà. Et ça a été, c'est maintenant une des spécialités, ou en tout cas des choses que j'ai en plus. Voilà, je suis allé là-dedans, et j'ai postulé là-bas parce que et pas parce que j'avais envie de parler des musulmans ou quoi, parce que c'était un média que je trouvais sérieux, intéressant, et que eux, ils ont répondu à ma candidature, et que d'autres médias plus classiques, eux, répondaient pas à notre Hmm. candidature. La question tout à l'heure dans le processus de fabrication de ta programmation, donc j'ai bien compris comment on va essayer de se rapprocher, de comprendre les personnes concernées. Comment maintenant, comment on essaie d'intégrer dans le processus les personnes éloignées de ces sujets-là? Tu vois où je veux en venir ou pas? Est-ce que ça Bien, fait ouais. partie de, est-ce que est-ce que c'est un idéal un petit peu abstrait de dire, OK, je vais être plus concret. Par exemple, euh, donc moi aussi, je suis de confession musulmane, euh, mais je me dis, là, je fais un podcast. A priori, c'est pas un podcast musulman. C'est un podcast où il va y avoir des DJ, des philosophes, des journalistes. A priori, l'islam n'a pas sa place là. Donc, mon public ne sera pas un public, forcément, le public qui écoute, qui suit des réseaux sociaux, des chaînes sur YouTube, euh, vraiment dédiées aux musulmans. Et dans la programmation, je me dis, par exemple, bientôt, je vais enregistrer avec un islamologue sur l'art de la traduction, euh, parce que je me dis, en fait, Taïeb Chouiref, pour moi, c'est quelqu'un, quand je l'écoute, je trouve exceptionnel, tu vois. Mais exceptionnel aussi dans son érudition, et dans sa, dans son éloquence, dans plein de choses qui dépassent largement le sujet de l'islam, en fait. Et je me dis, mais c'est Mhm. tellement dommage que finalement, à chaque fois qu'il est invité, sur des médias musulmans. Ça se comprend aisément, c'est le cœur de son travail. Mais tu vois, là où je veux en venir, c'est que je me dis, euh, est-ce qu'il y a des stratégies, des ponts à faire pour que on puisse aller faire se rencontrer des publics tu vois, comment tu fais comment tu construis les En ponts? fait, c'est notamment pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la culture, parce que je trouve que c'est plus facile de toucher un public large par ce biais-là. Parce qu'en fait, si j'avais dit je fais une conférence sur la thématique des mères de famille issues de l'immigration, eh ben tout de suite ça exclut pas mal de monde. Alors que si je dis juste je montre un film qui parle des mamans, en fait, même si la personne n'est pas d'origine immigrée africaine ou quoi,
elle peut se dire par curiosité, je vais regarder, je vais venir regarder. Parce qu'on va me raconter une histoire. Ouais, puisqu'en Ouais, fait, c'est un film. c'est l'histoire. Ouais. Et c'est comme pour tu vois, on est tous issus de cette génération-là qui a écouté beaucoup de rap. Bah, tu vois, le public rap, t'as des rappeurs qui viennent voilà, de D'aulnay-sous-Bois, qui sont soninké, qui vont parler de sujets qui sont liés à leur quartier. Et tu vas avoir des gens qui les écoutent de partout en France, alors qu'ils sont pas du tout de cet endroit-là. Et bah, parce que eux, ils viennent pour écouter de la musique surtout. Et en fait, bah, cet artiste-là, il va quand même réussir bah, à distiller des idées, des concepts, des histoires qui sont pas liées du tout à l'histoire de ces autres personnes-là, mais qui vont les intégrer, qui vont s'y intéresser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup appuyé sur la culture ces dernières années, enfin depuis ces dernières, en fait, depuis étudiant, bah, au moins depuis que je suis étudiant, parce que je trouve que c'est un intermédiaire qui permet de parler de plein de sujets sans rébuter au premier abord, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et qu'en fait, la sensibilité de l'artiste, elle est mieux acceptée. Sa subjectivité de l'artiste, elle est mieux acceptée que celle d'un militant ou d'un universitaire. Et si parfois, bah, il peut déborder ou il peut dire des trucs qui peuvent être choquants ou violents, bah, on restera assez, non, mais c'est l'artiste. Mais du coup, on va quand même écouter ce qu'il a dit C'est et vrai. d'écouter son truc, on va être moins choqué que quand c'est le militant ou l'universitaire qui va le dire. Comment tu penses qu'on aurait pu faire les choses différemment pour qu'aujourd'hui on n'arrive pas dans la situation dans laquelle on est, euh, politique, sociale, ou même au-delà même de la situation politique et sociale. Ça fait quand même des décennies qu'on est qu'on vient de plein d'endroits différents du monde et pourtant on se connaît pas. Comme on se connaît pas, on a peur. Comme on a peur, il y en a qui jouent sur nos peurs. Comme ils jouent sur nos peurs, voilà, on connaît l'engrenage. Et est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et cette question est liée aussi à, à la question de ton engagement dans la transmission. En fait, qu'est-ce que tu recherches dans la transmission? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, tu travailles beaucoup avec des jeunes euh, ados ou post-ados? Est-ce que tu as un engagement auprès des plus petits, au-delà de ton engagement de père de famille? Voilà un petit peu plusieurs questions en Ouais, une. il y en a Il y en a beaucoup. Alors, plein. je vais euh, alors les gens qui m'écoutent beaucoup ont entendu plusieurs fois ce que j'ai dit, mais je vais continuer parce que je pense toujours que c'est ça la solution à nos problèmes actuels. Parce que moi, en tout cas, ça a joué cet effet-là. C'est de qu'on puisse enfin, découvrir ce qui a été produit par d'autres. Parce qu'en fait, on est on est trop eurocentré, trop franco-centré, et en plus là-dedans, il y a le racisme qui fait que du coup on écarte certains auteurs, on écarte certains espaces, certains aspects de leur vie, qui font qu'on n'arrive pas à comprendre la complexité du monde. Parce qu'en fait, finalement, l'école, les livres qu'on lit, les films, etc., nous aident à comprendre la complexité du monde et du coup à mieux l'accepter. Le fait que nous, on ait grandi avec à la fois des blancs, des asiatiques, des noirs, de tout, bah, ça facilite aussi de comprendre la complexité du pays. Et finalement, ceux qui n'arrivent pas à l'aborder, ceux qui l'ont peu, ont du mal à capter que, bah oui, effectivement, il y a beaucoup de noirs délinquants, il y a beaucoup d'arabes délinquants. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est noir ou qu'on est arabe on a plus de chances de l'être, ou en tout cas, on est en puissance plus facilement un délinquant ou quoi. Mais quand on a côtoyé plein de noirs et plein d'arabes, on comprend ça, on peut le comprendre directement. Mais quand on l'a pas, bah voilà. Alors, on peut réduire ça avec les médiums qui sont la télévision, les livres, la littérature, le cinéma, quand ceux-ci aussi ne font pas que refléter cette idée-là.
Et moi, je sais que quand j'étais étudiant, le fait d'accéder enfin à la littérature africaine et antillaise, ça m'a permis de mieux comprendre le monde dans lequel on est et ces problèmes d'identité, de mémoire, de mieux les appréhender. Et j'ai souvent mis en avant la personnalité d'Aimé Césaire parce que je trouvais qu'il faisait bien le lien entre l'histoire des Antilles, l'histoire de l'Afrique et l'histoire européenne. Et que c'est un personnage qui n'avait aucune difficulté à assumer complètement son héritage africain, son héritage antillais, son héritage français. Par rapport à la France, il a pris tout ce qui est la littérature, de s'exprimer en tant qu'auteur français. Il a appris les institutions, que ce soit la République, en s'engageant dedans, en, en étant député, en étant maire, en s'engageant pour la départementalisation, en écrivant son, son, son discours contre le colonialisme, qui est un discours complètement républicain en fait et qui explique que la République doit, doit vraiment respecter ses principes pour bien fonctionner. Et dans ces principes-là, normalement, le racisme n'a pas sa place. Mmh. En fait, mais si on lit pas des auteurs qui nous expliquent ça, ben, ça nous aide pas, en fait, finalement, à comprendre qu'on peut être complètement républicain et pas être raciste. Mais parce que on lit pas d'auteurs qui nous expliquent ça, Mmh. et qui nous expliquent qu'on peut être antillais et être africain et s'assumer, ou en tout cas assumer son héritage africain. Alors parfois, il y en a qui ont trouvé que Césaire faisait de l'essentialisme, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était à l'aise avec ça, qui était à l'aise avec cette identité africaine-là et qui n'en faisait pas un rejet et qui s'engageait avec les Africains et qui s'engageait pour la décolonisation, contre le colonialisme. Et c'est finalement le fait qu'on n'ait pas suffisamment accès aux littératures du monde, au cinéma du monde, ben, ça nous prive finalement de tout ça. Je ne sais pas Mais si ça répondait à ta mais question, mais si, mais et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aurais voulu, t'aurais souhaité euh, les rencontrer durant ton cursus euh, complètement, oui, en primaire, collégien, collège, primaire, lycée, ouais. ouais, et que tu puisses pas tu puisses pas entrer à Sciences Po, tu puisses pas entrer à l'ENS si t'as pas lu ces auteurs-là. Est-ce que tu irais plus loin en mettant si on reste sur le Mali, est-ce que tu aurais aimé avoir l'épopée de Soundiata Keïta au collège? Tu penses que c'est important aussi, au même titre? Du coup, ça aurait permis de faire en sorte de se figurer que il y a eu des histoires en Afrique aussi, que ce qui se passe chez nous, c'est pas que chez nous, qu'on n'a pas de comprendre en fait le monde d'un point de vue global et de pas se dire en fait là-bas c'est des champs de sable où il y a rien eu. Et qu'en fait et de dire bah tiens eux là ils arrivent ici de toute façon ces Africains ils ont jamais rien fait de leur histoire, ils ont jamais eu de grandeur et donc et ils arrivent, ils vont nous couler parce que ils ont pas en eux c'est chez eux c'est maudit, ils sont culturellement faits pour ne pas savoir produire quelque chose. Alors que quand on a, voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui les gens vont dire après avoir lu beaucoup de mangas, ils savent que les Japonais ont de la créativité et que c'est pas des gens, voilà, que c'est des gens qui ont une culture intéressante et qui sont fascinés par leur culture. Mais toi qui as grandi dans un foyer où justement tu as eu toute la transmission, tout l'héritage, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des foyers où l'héritage culturel il est moindre parce que l'histoire du foyer, parce que plein de choses qui ont fait que la transmission elle est moins dense que ce que j'imagine être la tienne. Euh, Est-ce que toi, quand tu entends parler les profs, quand tu es face à ces programmes scolaires au collège, est-ce que tu as envie de lever la main pour dire, bah, tu les as les connaissances historiques, toi tu sais que c'est pas un champ de sable comme tu dis, ou non, Non, pas moi forcément? je les ai pas parce qu'en fait, moi j'ai la tradition, mais j'ai pas l'histoire. J'avais pas l'histoire, on m'avait pas appris l'histoire de l'Empire du Ghana, on m'a pas parlé
de l'histoire de la colonisation. Non, moi, je connaissais ma langue, je connaissais comment on se comporte, je connaissais les rites, et cetera. Mais l'aspect, intellectuel, histoire, et cetera, on me l'avait pas vraiment transmise. Mais parce que j'ai des parents, ma mère est femme de ménage, mon père, ouvrier, ils l'ont pas eu finalement non plus, cette transmission. Ou alors, peut-être mon père a dû avoir un peu, mais même mon père, il est arrivé finalement relativement jeune. Ce qui permettait autrefois de transmettre l'histoire, genre via les griots, et cetera, bah, tout ça, ça a été un peu cassé. Mmh. Donc, quand j'arrive au lycée et que je commence à avoir accès à cette histoire-là, bah, je suis comme un boulimique parce que je me dis: «Waouh, en fait, je dois rattraper». Et ce truc de rattraper, ça me met aussi dans une espèce d'obsession où il faut que je vas-y, il faut que je lise, il faut que je regarde des trucs, il faut que j'aille des conférences, je suis en retard, il faut que je rattrape. Mais ce truc-là, ça m'est arrivé aussi, heu, même vis-à-vis du foot, hein. Je déborde, mais moi, je m'intéressais très peu au football, juste j'aimais bien jouer au foot, mais je m'intéressais très peu. Puis quand arrivé, au milieu du collège, notamment en 5e, je vois les autres qui parlent des matchs des joueurs, et que genre je les connais pas, et je me dis: «Bah, attends, faut que je me rattrape», et du coup, je vais, regarder des documentaires, je vais faire des recherches, je vais lire des livres sur le foot pour pouvoir, être au niveau, des discussions avec les autres. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une bibliothèque avec pas mal de bouquins de foot et tout, et je suis incollable sur des tas de sujets en foot, mais parce que je me disais: «Waouh, putain, on m'a pas appris, il faut que je rattrape». De cette même J'ai cette même façon de faire, que ce soit, pour la littérature africaine, littérature antillaise, que ce soit pour le cinéma africain, sur la littérature des quartiers. J'avais cette envie de rattraper, quoi. De dire: «J'ai un manque, il faut que». Et j'aurais aimé, parce que, moi à l'époque, moi j'aimais bien l'école, hein, même si, bah, c'est toujours chiant de devoir se lever, qu'on préfère être en vacances, tout ça. Mais j'aimais bien apprendre, et si on m'avait enseigné ces choses-là, j'aurais moi j'adorais l'histoire. C'était mon matière préférée. Donc j'aurais évidemment, voilà, et tu vois, c'est ça que je me suis dit: «Mais on nous a pas appris, sinon j'aurais c'est c'est pas possible». Si on me l'avait dit, je l'aurais su, parce que je serais pas passé à côté, et notamment, par exemple, sur l'histoire de l'esclavage. J'ai mis, vraiment, j'arrive pas à savoir quand précisément, mais j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que, les Antillais étaient des descendants d'esclavisés. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le savoir. Je Mmh. pense que je devais avoir au moins 17-18, si ce n'est plus, quand je l'ai su. Et il me dit: «Non, si on me l'avait expliqué à l'école, je l'aurais su, c'est sûr». Donc pour toi, c'est quand même ça reste le vecteur, pour toi, c'est le vecteur stratégique, le levier essentiel pour, Oui, pour un monde oui, au oui, et d'ailleurs, j'allais dire ça a toujours été le cas. Oui, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que les grands empires dont on a la connaissance, dont on entend parler, tout le monde connaît Charlemagne, tout le monde connaît, en tout cas ceux qui connaissent l'histoire César. africaine connaissent Sundiata. Mais pourquoi? Parce que c'est 2 personnages qui ont en commun d'avoir, organisé la transmission, de l'histoire. Mmh. Qui ont, institutionnalisé et donné une place prépondérante à l'éducation, aux historiens, bon, pour le Mali, par rapport au système des griots, Mmh. et pour Charlemagne, que ce soit l'enseignement, c'est pour ça qu'on dit c'est Charlemagne qui a créé l'école. Mmh. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est lui qui a institutionnalisé, la l'éducation nationale, d'une certaine manière. De dire, bah, en fait, il faut que tout le monde apprenne la même histoire, et qu'on organise ça. Il faudrait que notre éducation nationale se dise, bah, en fait, il faut que tout le monde apprenne ça. Il faut que ce soit le minimum commun pour qu'on puisse, vivre ensemble, pour qu'on puisse avoir travailler ensemble. Il faut que de base, on sache ça, ça, ça et ça. C'est parce que si on n'a pas, cette base commune-là, ben, on va pas pouvoir fonctionner ensemble. Mais du coup, parce que je l'avais induit dans ma question, ton engagement, aujourd'hui, professionnel dans la transmission. Est-ce que pour toi, c'est une étape de ton parcours de journaliste, où en fait vraiment tu penses que
que c'est là que ça se situe aujourd'hui pour toi, le travail? Et finalement, qu'est-ce que tu vas, parce qu'on a beaucoup parlé de toi en tant que programmateur, curateur, tout ce que on pourra appeler comme on veut, passeur, mais comment se traduit concrètement ton travail quand tu fais de l'éducation aux médias, quand tu fais ce laboratoire des médias, c'est quoi l'idée? Alors, c'est vrai que je me suis pas forcément figuré les choses comme ça. Mais ouais, Et est-ce que c'est une étape ou est-ce que, parfois c'est aussi heu, moi par exemple sur l'aspect, formateur, maintenant quand les gens me demandent, «C'est quoi ton métier?» ou quoi, avant je disais naturellement journaliste et maintenant j'ai plus de difficultés à le dire directement journaliste et souvent parfois je commence même à dire, «Je suis formateur» ou alors je dis: «Bah, je suis journaliste et je suis formateur». Je travaille dans la formation donc et et pourquoi c'est pas facile pour moi? Parce que à la base, c'est pas ce que je souhaitais forcément. Moi, je voulais être journaliste et faire, tout ce que j'ai à faire en tant que journaliste. Mais il se trouve que ces dernières années, j'ai beaucoup été sollicité sur l'aspect, formation. On m'a beaucoup plus appelé, beaucoup plus demandé, et je me suis retrouvé aussi dans mon travail à être beaucoup dans l'accompagnement et dans la transmission. Donc du coup, ça les maintenant je l'assume complètement. Je suis formateur, je suis dans la transmission. Maintenant, est-ce que c'est une étape? Heu, je suis encore un peu dans l'idée que ce soit toujours une étape et que, je vais, heu, je vais devenir d'ici quelques années, journaliste à part entière. Maintenant, je pense que c'est quasiment acquis que dans ma pratique journalistique, de toute manière, il y a ce volet de transmission parce que, je veux devenir, voilà, moi, je pense que je serai épanoui en tant que rédacteur en chef et donc que j'ai déjà été et que finalement, dans ce rôle de rédacteur en chef, il y a beaucoup de formation, en fait, parce qu'on est tout le temps à dire: «Bon, comme ça, faut faire plutôt comme ça, faut faire plutôt comme ci, il faut, on va apprendre à quelqu'un à faire» et donc finalement, ce volet d'accompagnateur, de transmetteur, il était de toute façon, il était en moi depuis toujours, hein, parce que, dans cette histoire, dans ce truc de raconter des histoires, c'était des histoires qui m'ont appris des choses. Donc j'ai envie de faire apprendre des choses. C'est plus le côté, professeur qui m'a souvent rebuté, ce côté, parce que pour moi, le prof, j'ai beaucoup vu comme quelqu'un qui devait faire la discipline OK. et que ça m'a jamais vraiment plu ce truc-là. Même on m'avait proposé plusieurs fois de dire: «Mais pourquoi tu ferais pas animateur?» Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les centres sociaux, centres aérés et je disais: «Ah non, non, non» et j'ai pas envie de devoir dire, «Tiens toi, tiens-toi bien, tenez-vous deux par deux», Hein, je hein. toujours un truc qui m'a rebuté alors que, le fait de raconter des histoires, d'expliquer des choses, aux autres, ça m'a toujours plu. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je Et pense que tu toujours dans ce volet-là, de ce truc, dans cet aspect de expliquer, de transmettre, et que, peut-être que l'aspect, ouais, discipline que j'ai jamais vraiment, aimé, c'est peut-être qu'un aspect et qui est pas forcément, le propre du professeur, du transmetteur. mais ça me fait penser aussi quand tu dis, on m'a beaucoup sollicité sur ça, 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 heu, une chose qu'on n'a peut-être pas dit, parce que peut-être que ceux qui écouteront ont envie d'être journalistes, et comme moi j'ai eu envie de l'être, ça fait rêver, mais c'est hyper précaire aussi comme métier. Donc il y a aussi Mmh, peut-être des fois, surtout quand tu es père de famille ou quoi, il y a pas pas le que, choix. c'est peut-être pas voir la perfection comme une série de choix qu'on fait. Il y a un moment, Ouais, c'est ça. t'as pas le luxe non plus de choisir tout. Et c'est même je pense même que c'est même un des peut-être un truc qui a posé problème dans mon parcours. C'est de finalement, trop subir, les aléas de qui accepte, ton ta candidature et les aléas de qui te propose du taf et donc comme on te propose et que finalement tu as rien d'autre, tu dis: «Bah oui, vas-y, je fais».
Alors qu'en fait, j'aurais pu dire, non, en fait, ça m'intéresse pas, mais et je vais faire un taf alimentaire ou quoi. Et ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire. Je me disais, non, je veux pas faire des tafs alimentaires. Je me disais que c'était trop aliénant d'aller faire un travail pour lequel t'as pas de compétences particulières. Voilà, parce que je pense que c'est à la portée de beaucoup de monde de faire des frites ou de faire de l'accueil. Euh, Maintenant, moi, je voulais pas le faire, pas parce que c'est dégradant, mais je me dis, mais en fait, j'apporte quoi qu'est-ce que j'apporte en plus? En quoi ça valorise ce que j'ai fait dans mon parcours? Moi, j'ai toujours eu ce truc de moi, faut que je valorise ce que j'ai fait. J'ai fait des choses, ça doit pas, et qui font que qui me permettent d'être, d'apporter quelque chose, voilà. Et je me dis, j'ai fait tout ça, j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit où finalement, je sers enfin, je suis un pion comme un autre et j'apporte rien de spécial. Ouais, puis toi, tu as été dans des écoles où la plupart des gens étaient là parce que la voie était toute tracée. Toi, tu connais le prix d'être arrivé jusque-là, quoi. Ouais, et en fait, je peux pas me figurer de dire que j'ai fait toute cette galère Ah pour oui, qu'après derrière, je fais un truc que sûr. j'aurais pu faire sans rien. Ça, je l'accepte pas. Et aujourd'hui, est-ce que ça t'est venu puisque tu parles d'être rédac chef, tu t'es posé la question de monter ton propre média? Oui, oui, je pense, assez, assez tôt, heu, mais tu vois, c'est là aussi que je te dis peut-être que dans les erreurs de trajectoire, c'est de finalement, avoir trop subi et pas suffisamment entrepris. Mais le truc, c'est qu'en fait, monter un média, c'est une démarche entrepreneuriale, quoi. Et ça, pour le coup, ça, c'est aussi un truc sur lequel, moi, je ne considérais pas être entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose qui était, en moi, même si au final, j'ai pas mal entrepris parce que, en m'occupant de l'agriculture, finalement, il y avait de la gestion, il y avait de la démarche d'entreprise, d'aller, monter des projets, d'aller, donc je l'ai eu finalement cette démarche entrepreneuriale, mais c'était pas le départ, c'était pas parce que j'avais envie d'entreprendre, c'était parce Ouais, que par nécessité. Bah oui. Ah ouais, oui. Ok. mais ça allait toujours. Maintenant, je pense que ça je vais devoir passer par là. Je vais devoir, créer mon propre média, pour pouvoir, être vraiment indépendant, et maître et pouvoir aussi exploiter tout mon potentiel. Parce que c'est aussi ça, la chose, c'est de se dire: «Tiens, j'ai plein de choses que j'ai appris, que je sais faire». Là, par exemple, aujourd'hui, là, des médias, j'ai l'impression que j'utilise beaucoup des compétences que j'ai acquises et je suis encore en train d'en acquérir pas mal, avec, le travail. Heu, mais je pense que ça, c'est plus ce qui est important pour moi, de pouvoir, d'avoir l'impression que j'utilise mon potentiel. Mais du coup, comme tu dis, j'ai beaucoup subi. Si, si tu pouvais donner un conseil à Samba, à la Sorbonne, tu lui dirais quoi du coup? Déjà, je lui dirais, janvier 2014, ce ballon-là, il fallait pas le jouer, saute. Il fallait pas faire le vaillant, comme ça m'aurait évité une entorse à la cheville qui m'emmerde jusqu'encore C'est vrai. aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Saute, n'y va pas, saute. Le gars là, il va pas te faire cadeau. Ça, c'est Ok. la première chose. La deuxième, sur le point professionnel, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, waouh, il y a plusieurs trucs. Je pense que parfois je me suis trop posé de questions et je leur ai dit, viens faire ce que tu vois, notamment à l'école par exemple, viens faire ce que tu as à faire à l'école sans trop te poser des questions sur, et sois plus stratégique, quoi. Je pense que de manière générale, dans ma carrière, je pense que j'ai suivi une voie, j'ai suivi, des trucs, je savais ce que j'avais envie. Maintenant, peut-être que j'ai pas assez travaillé, la stratégie pour arriver à ce que je voulais faire, que ce soit une stratégie dans le renforcement des capacités, que ce soit la stratégie sur, optimiser, son réseau, heu, organiser son travail.
Je pense que c'est tout ça, j'aurais eu besoin d'accompagnement et que j'avais pas, quoi. Et je sais pas où est-ce que j'aurais pu le trouver d'ailleurs à l'époque, mais peut-être que c'est ça. Et que c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle je suis beaucoup attaché au fait d'accompagner et de transmettre, c'est que ça m'est assez insupportable de voir des gens avec pas mal de potentiel de pas le réaliser parce que ils n'ont pas été accompagnés. Euh, et donc ça, c'est un truc, dès que ce soit quand j'étais lycéen, enfin lycéen à l'université, les inégalités à l'école, c'est quelque chose que je trouvais insupportable. Et après, par rapport au journalisme, j'ai souvent accompagné des jeunes qui voulaient faire ce métier parce que je me disais, putain, je trouve ça. Moi, j'aurais pu ne pas y accéder parce qu'il y avait personne qui m'encourageait ou m'accompagnait. Et, et j'aurais probablement gâché ma vie, hein. Si j'avais pas eu à un moment donné ma grande sœur qui me dit, tiens, ils veulent t'orienter en STT, mais en fait, non, n'y va pas, quitte à redoubler pour pouvoir ensuite faire ce que tu veux faire. Donc STT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent, c'est l'ancêtre du STMG. Mhm. Et ouais, j'aurais peut-être été un très bon comptable, mais malheureux, quoi. Mhm. Et ou alors, je serais devenu journaliste, mais en perdant encore des années, quoi. Et donc, moi, je veux éviter à des gamins de perdre du temps, des années, par rapport à l'accomplissement qu'ils ont envie de faire, quoi. Mais euh, tu sais, le podcast que j'avais en cause 2, j'avais fait un épisode Ouais, avec Wafa, ouais, Mamèche, qui était avec toi, il me semble, dans l'association à la Sorbonne, il me semble. Et quand même, aujourd'hui, je vois, alors peut-être parce que mais j'ai sûrement un biais, hein, mais je vois quand même toute votre génération euh, qui quand même, bah, bien sûr, ça se fait avec la difficulté, au forceps, mais est rentré dans plein d'institutions, a créé plein de projets, et tout ça. Est-ce que tu penses que ça sera comme les problématiques auxquelles vous êtes confrontés euh, risquent d'être moindres quand même pour la génération suivante, ou malheureusement pas forcément? Parce que je pensais en t'écoutant, je pensais, est-ce que même si les gens des écoles étaient conscients des réalités, parce que du coup avaient cette connaissance des parcours, de par quoi faut passer, voilà, tout le prix que ça coûte et après des portes qu'on se prend, euh, peut-être que même à l'intérieur des écoles, ça serait pensé, les dispositifs seraient pensés selon ces termes-là, tu vois. Peut-être qu'il y aura un accompagnement, je dis pas qu'il serait spécifique, parce que ça serait là aussi une autre forme de discrimination quelque part, parce que tu serais, tu vois. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que finalement, je me dis que peut-être c'est naïf, hein, mais que vous avez quand même ouvert des portes et facilité peut-être des choses pour les générations suivantes. Ou je me trompe, malheureusement. Si, si, enfin, là, pour le coup, je peux quand même me lancer ces quelques fleurs-là, ou en tout cas, on peut se lancer ces quelques fleurs-là. C'est qu'on a quand même ouvert des portes et facilité le parcours de beaucoup de gens. Et qu'aussi, on a été parfois ben, pas dire les premiers, parce que je déteste quand les gens disent je suis le premier à faire ça alors qu'ils en savent rien et qu'il y a d'autres gens. Mais en tout cas, on fait partie de ceux qui ont été confrontés à des difficultés. Et je pense que les institutions ont dû aussi s'adapter au fur et à mesure. Hmm. Et du coup, ça a profité à la jeune génération. Ce qu'on voit, c'est que c'est juste que bah, du coup, le plafond de verre, il se déplace. Il se déplace ailleurs. Et que bah, là où on pouvait galérer pour obtenir le premier stage ou le premier emploi, maintenant, bah, il y a plein de jeunes qui sont issus des quartiers ou qui sont issus de minorités qui arrivent à obtenir ces stages-là, qui arrivent à obtenir un premier emploi. Et après, le plafond, il se déplace ailleurs. Ça va être bah, comment pérenniser leur, leur place dans le métier, comment accéder à des responsabilités. Et là, bah, du coup, on en est là. Et puis, bah, peut-être que pour nos enfants, ça va être encore à d'autres étapes. Et c'est surtout ça, en fait, moi, que je constate, c'est que les difficultés, elles sont toujours là, mais elles sont pas aux mêmes endroits, quoi.
Et après, il y a aussi des choses qui changent en moins bien. C'est-à-dire que notre génération, on est encore de ceux qui, même avec une mauvaise orientation, se réajuster avec un peu de boulot. Voilà, tu t'es retrouvé en CAP, mais au final, tu as un master. Mm. Ça y est, on en a des exemples des gens de notre génération. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible, quoi. Pourquoi? Parce que Parcoursup, la sélection à l'université, le fait que, en fait, autrefois, c'était gratuit entre guillemets d'aller à l'université. Il y avait des places. Après, il y avait une sélection par l'échec, mais il y avait des opportunités. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès aux études supérieures. Beaucoup se retrouvent sont contraints d'aller dans les écoles privées qui coûtent cher, ou alors d'aller faire des alternances où bon, en fait, ils vont juste être exploités et être mal formés et finalement se retrouver de nouveau sur le carreau, alors que ils auraient pu avoir 2, 3 ans où ils vont apprendre des tas de choses, se tromper, changer de filière, apprendre d'autres choses et se trouver. Là, aujourd'hui, on a facilité l'accès au premier emploi, mais ça, c'est pas forcément une bonne chose parce que on arrive avec des savoirs peut-être plus fragiles. C'est difficile de dire si vraiment. Je peux dire que là où on a progressé, c'est que il y a beaucoup plus de racisés et De de gens modèle, de quoi, déjà, ouais, là. quelque part. Maintenant, est-ce que je suis pas sûr que si on regarde les sociologiques, est-ce que les gens issus de milieux populaires ont plus facilement accès à des responsabilités aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je suis pas sûr. Alors, et là-dessus, je pense que la question raciale joue, quoi. Mm. C'est-à-dire que les pauvres d'autrefois, ils arrivaient à la barrière de l'école, mais qu'une fois qu'ils l'avaient franchie, ils pouvaient accéder à des responsabilités et que, pour nous, même en franchissant la barrière de l'école, ça suffit pas forcément, quoi. Et la question de la barrière raciale reste un plafond de verre pour beaucoup d'entre nous, en tout cas de nos petits. Si, ça va être ma dernière question. L'heure passe beaucoup trop vite, comme à chaque fois, dans ces plaisantes conversations. Euh, si on n'avait pas à se soucier du modèle économique, du côté entrepreneurial de monter un média, euh, puisqu'on a compris puisque j'ai compris en tout cas que voilà, ton engagement, il est dans la question que tu te poses à chaque fois de à quoi je suis utile, à quoi je sers, comment je peux euh, traiter quelque chose qui n'est pas traité, mettre en avant quelque chose qui est invisibilisé. Tout ça, je pense que je l'ai vraiment bien senti dans cette discussion. À quoi ressemblerait ton média aujourd'hui, ton propre média, s'il n'était pas question, voilà, de cette question entrepreneuriale? Si vraiment tu n'avais qu'à te focus sur la question éditoriale, journalistique. C'est difficile de répondre parce que ce que j'y ai assez réfléchi. Euh, je pense que tu m'aurais posé la question il y a 15 piges, c'était, ouais, j'aurais répondu beaucoup plus facilement, je pense. Tu aurais répondu quoi il y a 15 piges? Moi, j'aurais dit, il nous faut un média, j'aurais dit, il nous faut nos trains rock, les rock des quartiers, un média qui traite des questions à la fois de la culture, qui met en avant les cultures qu'on a et qui traite aussi des thématiques sociales et qui sera à la lisière. Puis je dis les Arocs parce qu'à l'époque, j'avais une bonne vision de ce média-là. Aujourd'hui, je sais même plus à quoi ça ressemble les Arocs. Je sais plus, voilà. Mais en tout cas, ça aurait été, je pense, ouais, un média qui serait à la lisière entre la culture et le Social. social. Je pense que ce serait ça. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et ça serait différent aujourd'hui, tu penses? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la question politique, elle est plus
elle est plus importante qu'autrefois, j'ai l'impression. Pour toi? Ouais, parce que en fait, il y a tellement les médias ont tellement dérivé avec vers une extrême droitisation euh, qui fait que en fait, tu peux produire plein de choses, mais les gens sont intoxiqués et tu as des responsables politiques qui parce que tu fais ton média, mais en fait derrière, tu as des lois qui vont ou des votes de budget qui font que tu compliques la vie à tout le monde et au final, la vie est rendue tellement difficile, par, ceux qui nous gouvernent qu'on est obligé d'apporter une réponse politique aussi et qui peut pas être que culturelle et que sociale et donc aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait, qu'un média aujourd'hui, il apporte aussi une réponse politique et qu'il soit aussi un game changer, sur la question politique. Alors qu'autrefois, je l'aurais pas mise. Mais maintenant, ça rend encore plus complexe ce média idéal, donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait un recul, tout de suite en disant: «Waouh!» Parce que c'est vrai que ce serait important qu'on puisse, changer les choses d'un point de vue politique, d'un point de vue de la culture, même si on a pas mal gagné là, à ce niveau-là. Et la question du médium, pour toi, elle est assez indifférente, la question du médium, que ce soit le son, l'image, le texte. Ça, c'est vraiment une question qui est secondaire pour toi? Alors pareil, il y a 15 piges, je t'aurais dit que c'est secondaire mais aujourd'hui, il faut être dans les téléphones des gens, quoi. Donc et pour être dans les téléphones des gens, il faut être, en vidéo, en son. Je pense que le livre, il est important parce c'est un marqueur social aussi. C'est important de pouvoir faire des choses ponctuellement, des Il reste aussi. Il reste. il reste, mais du coup, c'est aussi quelque chose qu'on transmet, qu'on, heu, qui fait de la tu je parle de marqueur social, mais qui fait de la publicité. C'est-à-dire que, heu, là, tu vois ma bibliothèque derrière, quelqu'un qui rentre dans mon salon, qui regarde ma bibliothèque, il sait, c'est quoi mon spectre, culturel, politique, culturel et donc les gens, ils ont besoin de ça, pour défendre des idées, donc le livre, est important, vis-à-vis de ça, mais aujourd'hui, ouais, faut être Comment tu penses qu'aujourd'hui, c'est quoi le moyen le plus efficace aujourd'hui pour faire en sorte que dans une, euh, dans une histoire comme ça, collective, puisse se raconter plein d'histoires singulières, personnelles? Comment cette histoire collective aujourd'hui peut plus facilement euh, être accueillante, tu sais, donc haute culture, je questionne cette question de l'hospitalité, mais de l'hospitalité qui est pas seulement de l'accueil pour dire, bah ça y est, t'as de la place. C'est pas un aéroport. Un aéroport, tu te dis jamais qu'un aéroport est hospitalier, et pourtant, n'importe qui peut y rentrer. Mais donc la question de l'hospitalité, c'est aussi une fois que je suis accueilli, quelle est ma contribution, quelque part? Comment j'apporte ma pierre à l'édifice, ou j'amène mon histoire, comment mon histoire personnelle enrichit l'histoire collective. Toi, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi, avec les moyens qu'on a à disposition, le moyen le plus efficace de le faire aujourd'hui, ou le plus sensé, le plus... après je trouve que les médias sociaux actuellement, ça sert un peu à ça, hein. C'est ces endroits où tout le monde peut déposer, de son histoire, de ses idées, de qui il est et de le rendre accessible à tout le monde. Le ce qui le problème, qui empêche ça, qui empêche que tout le monde puisse avoir accès aux histoires, c'est les histoires d'algorithmes, Les de bulles, ouais. prescripteurs, quoi. C'est-à-dire, que les algorithmes, sont qui nous emprisonnent ou c'est même pas envie de dire seulement qu'ils nous emprisonnent, c'est qu'ils nous orientent beaucoup trop. Ils jouent pas leur rôle, je trouve en tout cas, c'est pas le rôle idéal et après, il y a les médias aussi qui pourraient donner plus de place à d'autres histoires. Les médias quoi, les médias plus historiques, quand tu dis les médias? Ouais, c'est ça, oui, je parle des médias plus historiques, mais tu vois, même par exemple par rapport au cinéma, tu vois, moi je suis à Paris où ça va être la ville,
Franchement, je sais pas si on n'est pas la ville au monde où il y a le plus de cinéma. Je faudrait faire une étude, mais il y en a vraiment beaucoup de cinéma et je suis toujours, interloqué de me rendre compte qu'il y a des films qui sortent et qu'on peut pas les voir. Je me dis: «Mais comment c'est possible avec tous ces cinémas-là, qu'on puisse pas les voir, que ces films-là restent à l'affiche 2 semaines et qu'on puisse pas les voir?» Mais pourquoi? Parce que les personnes qui ont, les gérants de salles, les UGC, les Pathé et cetera, heu, ne laissent pas, plus de place aux autres. À un moment donné, ils disent: «Bah, c'est ça que les gens vont regarder ou veulent regarder» et décident que en fait, telle histoire, tel film n'a pas à avoir plus d'espace que ça, alors qu'ils ont beaucoup de salles. Ils pourraient être un peu pardon, je perds ma voix, mais ils pourraient être plus justement hospitalisés hospitaliers et permettre aux gens d'accéder, de se dire: «Bah, tiens, je vais regarder ça, ça ou ça, ou tiens, donner sa chance à d'autres récits, d'avoir des espaces où on peut les contempler, les écouter et c'est vraiment, là, on vient peut-être à cette histoire de capitalisme, hein, on finit là-dessus, mais le fait que une minorité de personnes s'accaparent, tous les moyens de diffusion, qu'il y a les moyens de production, c'est souvent ça dont on parle, Le par rapport au capitalisme. capitalisme. Il y a aussi les moyens de diffusion et le fait qu'on ait des milliardaires qui, décident des politiques des médias, des réseaux sociaux, et cetera. C'est ça, je pense, qui est vraiment un problème et c'est là où je suis un peu, je sais pas, défaitiste ou où je me sens abattu, c'est que, je vois pas comment j'ai du mal à voir comment on peut inverser la tendance, quoi. Pour moi, c'est là, le nœud gordien, et peut-être que le politique Ce que j'allais dire, peut défaire, c'est ce que peut le défaire peut-être. c'est J'ai cette naïveté de croire que c'est possible, mais c'est c'est aussi pour ça qu'ils ont attaqué, la politique, de manière plus intense. C'est qu'aujourd'hui, ils se présentent directement en politique, alors qu'avant, ils se contentaient d'essayer d'influencer des hommes politiques. Là, maintenant, ils rentrent eux-mêmes dans la danse pour, renforcer encore, ces Mais du coup, il reste quoi quand même aujourd'hui de ton idéal qui t'a porté vers cette voie difficile, ou peut-être même que tu croyais que tu avais fait le plus difficile en accédant à l'école du complètement, journalisme. ouais, complètement. Je pensais que j'avais fait le plus dur. Heu, du coup, ta question, c'est Qu'est-ce qui reste de ton idéal? d'un côté, moi, je vois que j'ai l'impression que j'ai quand même, réussi, à enfin réussi, non, mais qu'il y a des choses que j'espérais voir et qui sont réalisées. Que ce soit déjà de voir, plus de gens comme moi, accéder, à des tas de responsabilités, à accéder au journalisme, à la j'allais dire la politique. Mais si, quand même, il y en a un peu plus et tout. Bah, voilà, le rap est devenu, unique, il y a ces petites victoires-là. Quand je vois une association comme, l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, près de 200 membres, qui s'organisent, qui font de la solidarité entre eux et cetera, je me dis: «Bon, voilà, il y a des choses, qui ont été accomplies. Maintenant, ce qui nous manque encore, ce serait de repousser encore plus loin ce plafond de verre, d'avoir, plus de médias, qui soient viables, où on puisse s'exprimer, qu'on puisse, s'exprimer plus, dans les salles de cinéma, au théâtre et cetera. Mais ça, voilà, c'est plus là, moi, je pense, où il y a encore du chemin à faire. C'est de prendre des responsabilités, pouvoir y accéder, de s'organiser pour. Je pense que c'est ça encore. Plus presque en fait dans cette culture qu'on, tu sais là, chaque, je sais plus combien, tous les combien, il y a le ministère de la Culture qui fait une étude sur le rapport qu'entretiennent les Français à la culture, et ce qu'ils Mmh. voient aujourd'hui, c'est qu'il y a un fossé qui se creuse entre la culture dite patrimoniale. En gros, c'est le théâtre, le cinéma, les livres et la culture numérique. Et finalement, toi, tu dis, bah, ok, culture numérique, on prend de plus en plus de place, mais finalement, les enjeux, le game, ceux qui contrôlent le game, enfin, il est quand même du côté, encore aujourd'hui, de la culture patrimoniale, et là, il y a personne, ou il n'y a pas grand monde.
Ou quand il y a des gens, ils n'ont pas forcément la capacité de changer Ouais, vraiment, les choses. Et c'est ça parce que, tu vois, j'entends encore des gens qui se plaignent parfois de dire: «Ouais, mais les jeunes, ils connaissent pas tel auteur, c'est la honte, machin, on connaît pas tel truc, tel truc». Je dis: «Bah non, mais en fait, c'est qu'une personne ne connaisse pas parce que le système est fait pour qu'ils ne connaissent pas». Donc que chacun fasse son rôle pour essayer de diffuser la culture. Mais l'enjeu, ce sera, d'avoir les moyens de diffusion à l'échelle nationale, et mondiale. Que ce soit, dans les écoles, qu'on apprenne les choses. Mais ça, moi, je peux faire des ateliers dans les écoles, mais ça restera toujours minime, quoi. Et il faut que l'école change. Mais le problème, c'est qu'on prend le sens inverse. On est en train de réduire les moyens, on précarise, les écoles et donc c'est ça qui est quand même assez déprimant. Et oui, OK, on a de plus en plus de médias, qui portent nos voix, mais les médias, c'est un secteur qui est en train de s'effondrer parce qu'il y a plus d'argent. Donc je dis: «Bah, c'est bien, on est journaliste, mais on n'a pas d'argent». Ouais, c'est ça qu'il faut inverser le sens, quoi. ok. Comment, pour voir justement la direction que tu prends, comment ensuite on travaille, Samba? C'est quoi le meilleur moyen? Bah, faut me suivre, sur les réseaux. Lesquels tu priorises, toi? Là où tu es le plus actif, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, je pense que le plus actif, c'est Instagram, Samba Doucouré. Maintenant, ceux où j'aimerais, me développer davantage, je le fais mais pas assez, c'est Blue Sky et TikTok. Je crois pas beaucoup en TikTok, mais j'arrive pas pour l'instant à être autre chose que spectateur, et pas assez producteur. Et puis, bah, après, historiquement, mon Facebook, ça T'as toujours un Facebook, ouais? ouais, Ouais, c'est un peu mon endroit, refuge. ok. Quand j'ai un truc à dire, Tu le mets là-bas. je commence par là et après je dis ailleurs et tout, mais c'est un peu ma valeur refuge parce que ça reste encore le blog. Parce que moi, je viens de cette culture-là, quoi, la culture du blog. Et dernière question promis, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Waouh, toi, tu veux que je me fâche avec des gens, toi? Non, mais toi, les questions qu'on a abordées là, tu vois, à ton avis, mais c'est très spontané, hein, ça se trouve, tu me dirais autre Mmh. chose demain, tu vois, mais Ouais. s'il fallait dire un homme, une femme, tiens, parce que du coup, là, j'ai beaucoup d'invités. Je me suis rendu compte hier que j'ai mes enregistrements qui sont programmés. Il y a beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Donc, du coup, mal- On va dire des femmes alors, on va dire on des a dit femmes des comme ça. femmes, ouais. Bah, moi, parmi les grandes sœurs que je considère un peu comme des grandes sœurs, il y a, Maboula Soumaoro ou, Mame Fatou Niang, quoi. C'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Heu, Bah, tu as déjà reçu, bah, dans ton ancien podcast, tu avais reçu Keira Mameri et après, waouh, je vais arrêter là. Les autres, c'est pas que je vous aime pas, mais fallait donner des noms des noms tout de suite là comme ça qui me Bah, viennent c'est en pas mal tête. déjà. Même Fatou Niang, Maboula Soumaro. Kera, je sais qu'avec mon nouveau format avec l'image, ça va, ça va la déranger. Après on met, il y a l'IA, on peut mettre, des films et voilà. On va travailler à une stratégie pour avoir Kera sur haute culture. Oh, bon, merci beaucoup, Samba. C'était très riche. Il y a, on se rend compte, qu'il y a du taf, il y a du boulot. Mais on est là. On est là.